Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour le podcast Orge Capital pour débriefer la première journée de phase de poule de Ligue des Champions. Oui, la reprise de la meilleure compétition pour le Paris Saint-Germain et tous les autres clubs européens. C'était hier soir au Parc des Princes et une victoire pour ce match d'ouverture 2-1 face à la Juventus Turin. On va revenir évidemment sur l'intégralité du match et tout ce qui s'est passé et puis aussi les déclarations de Christophe Galtier après le match sur cette petite polémique de conférence de presse d'avant-match avec ce fameux char à voile. Et puis aussi, on parlera aussi en fin de mercato quand même du départ programmé de Mauro Icardi pour Galatasaray. Ça serait le départ du dernier flop, membre du Loft. On en parlera en fin de podcast. On va d'abord de revenir sur évidemment cette victoire face à la Juve. Pour m'accompagner et débriefer tous ces beaux sujets, tout d'abord, Mousse qui est avec nous. Comment ça va, Mousse ? Salut Hugo, salut Yas. Écoute, ouais, ça va bien. Petite victoire pour commencer en Ligue des Champions, c'est toujours bien. Et évidemment, tout n'a pas été parfait, mais je préfère voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Donc, ouais, j'ai une petite satisfaction quand même. Belle philosophie, Mousse. C'est toujours cette philosophie, je trouve, qui te représente sur les matchs. Et qu'on te loue dans les commentaires, c'est que tu vois toujours le côté positif des choses. Non, c'est pour faire tu vois, c'est l'équilibre entre Yacine et moi. Bien sûr. Évidemment, tout est programmé. Je dis ça exprès pour que tu me répondes ça à chaque fois. Les gens pensent qu'on est naturel. Non, je rigole. Et également avec nous pour débriefer ce match qui était au Parc des Princes hier. Donc pour la compétition Rennes qui reprenait ses droits. Yacine Amned. Ça va, Yacine ? Salut à tous. Ouais, ça va, merci. Alors, comment c'était l'ambiance au parc hier ? On a vu des très jolis tifos et le parc s'enflammer pour ce match d'ouverture. Ouais, enfin des tifos qui risquent peut-être de coûter cher pour le prochain match, mais bon, c'était beau, ouais, comme d'habitude. Et puis, l'ambiance, elle était top la première mi-temps, et la deuxième, ça s'est un peu éteint. Et ça a bien fini. Tu sentais que tout le monde s'est un peu réveillé pour donner de la force dans les dernières minutes. Mais ouais, il y avait un moment de 20-25 minutes en seconde période où c'était un peu bizarre, où tu sentais un peu tout le monde tendu, il y avait moins de chance, c'était très bizarre. À l'image de ce match, en fait, où la première période a été réussie du PSG, puis en deuxième un peu plus difficile avec la réduction du sort de McKennie notamment, et on va revenir sur ce match. Donc le doublé d'Mbappé en première période qui avait permis au Paris Saint-Germain de mener 2-0, et puis au retour des vestiaires avec ce changement tactique de Massimiliano Allegri avec la rentrée de McKennie qui a fait du bien au milieu de terrain, qui a réduit l'écart sur corner. Le PSG quand même qui n'avait jamais battu la Juve en compétition officielle, au moins c'est désormais chose faite. Il faut noter aussi les petits exploits comme ça dans ce genre de match, ces petites statistiques. Dans l'autre rencontre du groupe H, Benfica a emporté 2-0 face au Maccabi Haïfa, avec notamment un but sensationnel de Grimaldo. Je ne sais pas si vous l'avez vu, les gars. Ça frappe du gauche assez magnifique, je vous invite à aller le voir. Donc Benfica est premier de la poule et suit le Paris Saint-Germain et puis la Juve et le Maccabi Haïfa. Le Maccabi Haïfa que Paris affrontera mercredi prochain en Israël, déplacement sur la pelouse du Maccabi Haïfa. Une première question, Mousse, pour commencer rentrer dans le podcast. Quel sentiment prédomine pour toi après cette victoire dans ce premier match de phase de poule ? Est-ce que ça a été pour toi, il faut voir le verre à moitié plein avec la bonne première période ou les difficultés de la deuxième période, notamment défensivement ? Alors, ouais, il faut d'abord qu'il me laisse faire le podcast tranquille. C'est le nouvel habitant chez les Boulim, Mousse. Ouais, alors attends, je le pose parce que sinon ça va être une misère. Dis à ceux qui nous écoutent et aux fidèles, comment il s'appelle ce petit chat ? Il vient d'arriver. Il s'appelle Gohan, il a même pas 2 mois. C'est un merveilleux petit chaton qui griffe mes pieds. Arrête. Je savais que ça allait être la misère. Je suis désolé. Hein. Il vient de se réveiller, en fait, là, il veut jouer, donc il va me casser un peu les oreilles. Mais bon, on va essayer. Ouais. Alors, parce qu'en plus, de base, on devait être 4, mais on a eu un désistement, malheureusement, donc on sera 3. Mais bon, vous connaissez, on peut vraiment se débrouiller à 3 pour débriefer un match du Paris Saint-Germain. Est-ce que tu veux que je te laisse voir avec je vois avec Yacine pour cette première réponse. Allez, vas-y, je répondrai après, Yass, vas-y. Alors, Yacine, je te repose la question, Yacine. Quel sentiment, toi, en plus, qui était au stade, donc il y a toujours un œil avisé, des choses qu'on ne voit pas, sur quel sentiment prédomine avec cette première victoire ? Bon, on est obligé de dire quand même que même si c'était une Juve déjà avec des absents et une Juve qui est plutôt malade depuis 2 ans, t'as battu la Juve pour la première fois. Donc ça, c'est pas rien dans l'histoire du PSG. Maintenant, sur le match,
Bah, moi, je suis mitigé parce que oui, on peut se contenter de se dire que c'est un premier match de Ligue des Champions et que tu as gagné et que tu as tenu. Malgré tout, c'est un match que tu dois plier avant. On reviendra sur la fameuse action Mbappé, mais moi je pense que dans l'attitude sur la première période, tu dois enfoncer la Juve et tu dois pas leur laisser d'espoir de pouvoir revenir. Il y a des lacunes qu'on avait vues avant. Alors je sais que moi je suis plutôt chiant avec les défauts. Mais malgré tout, en fait, les défauts que j'avais soulignés sur les matchs de championnat, même s'ils n'avaient pas porté à préjudice, puisque Paris s'était imposé souvent en marquant beaucoup de buts, on les a retrouvés hier. Et je pense qu'il y a deux transitions en début de match qui gênent le PSG et qui posent problème sur la suite du match, dans les comportements. Je pense qu'il y a un problème de comportement global sur comment défendre en avançant. Est-ce que tout le monde est sur la même ligne? Est-ce que tout le monde est capable de le faire? Voilà, donc je suis mitigé parce qu'il y a 35 minutes très bonnes où, à part ces deux transitions en début de match, tu domines, tu as le ballon, tu récupères le ballon, la Juve n'existe pas en fait. Et puis tout doucement, tu recules, et puis tout doucement, tu laisses la Juve dicter le tempo, et puis tout doucement, tu laisses la Juve revenir dans le match. Et pour moi, c'est pas normal. Même si c'est la Ligue des Champions, comme l'a dit Galtier, même si c'est des matchs de haut niveau, et parfois, c'est comme ça, hein. Il y a des temps forts, des temps faibles. Je trouve que le PSG joue vraiment, enfin, gère vraiment mal ces temps faibles et laisse l'équipe en vie. Et ça, c'est pas possible. C'est pas possible parce que heureusement que c'est qu'une Juve où il manque déjà offensivement Chiesa et Di Maria qui auraient pu changer beaucoup de choses. Donc voilà, je suis mitigé, je suis content de la victoire, je suis content des 35 premières minutes. Voilà, je suis moins satisfait de ce qui s'est passé ensuite. D'ailleurs, il en a parlé, Yacine, Kylian Mbappé en fin de match au micro de Canal+, de ce qu'il fallait corriger sur les prochains matchs de Ligue des Champions. Il a parlé justement de ces temps faibles qui étaient, on va dire, dès qu'il y avait un temps faible pour le Paris Saint-Germain, on sentait l'équipe un peu fébrile et la Juve a appuyé largement dessus en seconde période. Donc, il faut un peu la même analyse, les joueurs comme toi. Mousse, alors toi, ton premier avis, ton premier sentiment sur l'histoire de Mousse. Mets-le dans une autre pièce, hein, sinon. Hein. Ouais, mais je peux pas en fait, parce qu'il est encore trop petit, donc du coup il fait trop de bêtises. Mais non, t'inquiète, il est parti jouer. Ouais, non, alors, je comprends ce que veut dire Yacine, et évidemment, je pense aussi un petit peu comme lui. Maintenant, là où je relativise moi, c'est que c'est le premier match, c'est un match de poule, il y a quand même la victoire au bout. On connaissait aussi un peu les défauts de cette équipe, donc on n'est pas surpris par ce qui s'est passé. Yacine, tu parlais des temps faibles et la gestion des temps faibles, et t'as entièrement raison. Maintenant, moi, je préfère quand même retenir la première mi-temps où effectivement on a vu du jeu, on a vu une Juve qui était complètement dépassée, pas du tout inquiétante, le milieu qui avait l'air complètement perdu, il n'y avait pas de création en face, même s'ils jouaient haut, j'ai pas l'impression qu'ils nous ont gênés tellement. Je trouve que Paris quand même en termes de sortie de balle, c'est très très bien débrouillé. Donc voilà, après effectivement, là où je rejoins Yacine, c'est vrai que en tout cas lors de cette première mi-temps, il y avait quand même la possibilité de tuer le match au vu des occasions, quelques face-à-face ratés, etc. Mais il faut quand même aussi retenir les deux magnifiques buts, notamment le premier sur une super passe lobée de Neymar. Donc voilà, encore une fois, c'est le premier match de phase de poule. Moi, j'ai pas envie d'être trop dur. Comme je te disais tout à l'heure, je préfère retenir quand même le verre plein que le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Mais ce que dit Yacine, il a raison. Je pense que cette équipe, elle a encore beaucoup d'axes de progression. Galtier l'a dit, tu l'as dit, et Mbappé aussi. Voilà, maintenant ils savent sur quoi travailler, ils le savent depuis un moment. Il faudra qu'on revienne aussi sur cette ligne défensive qui a encore fait quelques cagades. Mais voilà, encore une fois, hein, la victoire est au bout. En effet, on aurait pu les battre sur un score faible et peut-être laver la fronde 97, Yacine, c'est vrai. on aurait pu leur mettre une valise, en tout cas en première mi-temps. On aurait bien aimé, nous, en tout cas. Ceux qui l'ont vécu, on aurait bien aimé. Oui, je sais bien. Et je sais qu'un peu ta déception, elle vient aussi un peu de là. Et évidemment, je comprends tout à fait. Mais voilà, il y a la victoire. C'est toujours bien de commencer par une victoire. Même si c'était une petite Juve, ça reste quand même la Juve. Et effectivement, l'entrée de McKinsey en deuxième mi-temps, elle a changé un peu. McKinsey, c'est... McKinney, bah oui, parce que là, j'étais dans l'affaire Mac. Ouais. Là, t'es dans avec Macron. McKinney, pardon.
McKennie. Donc voilà, mais voilà, je suis quand même plus content que déçu. Weston McKennie, ça va, tu vas voir. C'est ça. Weston McKennie, l'Américain qui a fait du bien d'ailleurs à la Juve en deuxième période. En termes d'impact physique, effectivement, quand il est rentré, on a vu quand même une grosse différence. Et ce qui a manqué aussi au PSG, d'ailleurs. C'était le choix d'ailleurs, de changement parce c'était Fabio Miretti, le jeune Fabio Miretti, qui était titulaire au début pour la Juve, et puis il a rentré, qui a amené un peu de présence athlétique au milieu de terrain pour la Juve. Yacine, justement, parlons des choix de Christophe Galtier pour le 11 de départ. Après cette première question. 11 de départ classique, hein, donc au final, avec le retour de Vitinha, il avait dit en conférence d'avant-match, Christophe Galtier, qu'il était en lieu et il avait le coffre, en tout cas, et les aptitudes physiques pour pouvoir disputer un match avec des champions, Vitinha. Et d'ailleurs, il a parfaitement montré parce qu'il a joué une grande partie. Mais voilà, le 11 classique, parce qu'on avait vu ce week-end face à Nantes, Yacine, que Galtier était revenu à une défense à 4. Et après, ce qu'on avait entendu aussi, que Galtier et Campos étaient très déçus, voire un peu énervés de ne pas avoir recruté Skriniar dans cette défense à 3, qu'il manquait justement un élément en plus en derrière pour faire tourner. On s'est peut-être dit à un moment, je ne sais pas toi Yacine, peut-être qu'il va réutiliser la défense à 4 au final, repasser à une défense à 4, et puis là, il a confirmé cette composition et cette tactique qu'il utilise depuis le début de saison, Christophe Galtier. Ouais, le truc, c'est que on avait dit qu'il y avait des éléments qui poussaient à réfléchir à la défense à 4, enfin plutôt un milieu à 3. Alors après, parce que contre Nantes, c'était un 4-3-3, hein, voilà, avec Sarabia, Messi, Mbappé, et puis Danilo était venu renforcer le milieu avec Verratti, et le troisième était Sanchez, non? Et Renato. J'ai un doute et je regarde directement pour checker. Non, c'était Vitinha qui sort sur blessure. Ouais. Bien sûr, Vitinha qui se fait tacler avec le rouge de Fabio. Vas-y, Yacine. Donc après, bon, c'est à voir si c'est à 4 défenseurs ou à 3, mais sur ce match-là, moi, je n'avais pas de doute sur le fait que ça démarrait dans le système qui a été utilisé depuis le début de saison. Je pense que l'évolution, elle viendra peut-être au fur et à mesure avec l'intégration des Fabian Ruiz, etc. Donc, c'était pas sur ce match-là que j'attendais un changement tactique. Et il aurait été malvenu parce que tu as travaillé depuis le 4 juillet sur un 3-4-3 ou 3-4-2-1, tout ce que tu veux. Ça aurait été bizarre d'un coup de passer à 4. Il y a beaucoup de choses dans tout ça, c'est que il y a comment dire, ce qu'a fait le PSG depuis le début de saison, et ça a été bien fait pendant 35 minutes, notamment grâce à Vitinha, parce qu'on va en reparler, dans le positionnement. Maintenant, il y a une animation qui a des soucis parce que dans l'animation offensive, il y a des choses bien. Dans tout ce qui est fixation à l'intérieur. Mais ça manque de variété. Et en fait, le problème, c'est qu'à un moment donné, tu deviens trop lisible. D'ailleurs, la Juve, en fait, s'était adaptée au départ au schéma du PSG. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à 3 derrière et ils sont repassés. Enfin, il y a eu des changements tactiques aussi, un 4-4-2 en deuxième mi-temps. C'est Danilo qui est venu dans la défense à 3 avec Bremer et Bonucci. Voilà. Et en seconde période, c'était une défense à 4. Parce que là aussi, il y a la lecture d'Allegri. Et il a compris qu'à ce moment-là, il valait mieux être comme ça. En plus, le PSG commençait à laisser le ballon. Bref, il y a beaucoup de choses. Moi, je trouve que, pour moi, le vrai problème de ce PSG, c'est vraiment la façon de défendre ensemble et avec la même idée, à savoir défendre en avançant. Et quand on regarde les actions où la Juve a mis le PSG en difficulté, c'est qu'à chaque fois, et je l'avais dit en plus la semaine dernière, c'est qu'à chaque fois, on a un des 3 défenseurs qui ne fait pas la même chose que les autres. Donc, qui recule, par exemple, quand les autres avancent. Ça a été parfois Marquinhos, parfois Ramos. Et donc, il y a un problème de bloc équipe. Il y a un problème d'idée globale de se dire on fait tous la même chose. Et c'est là que le PSG est en difficulté. Et heureusement qu'il y a quand même 2 joueurs. Alors, il y a Neymar qui a fait le travail sur les 3 de devant, mais on y reviendra. Mais il y a 2 joueurs qui ont juste été énormes dans le replacement, dans les courses à haute intensité pour venir combler un peu tout ce qui se passait. Mais c'est Verratti et Vitinha. Sans eux, franchement, même cette Juve-là, et je répète, hein, que les gens ne pensent pas que je minimise la victoire du PSG, mais il faut quand même à un moment donné être lucide sur ce qui se passe. La Juve, moi je les vois souvent, je n'avais pas vu le match contre la Fiorentina, mais je les vois régulièrement. Et la Juve, depuis 2 ans, c'est une équipe très moyenne. Très moyenne. Que quelqu'un me dise ici qu'il
il y a un joueur de la Juve qui vient au PSG et qui est juste un concurrent au titulaire, mais il n'y en a pas. Voilà, il n'y en a pas. Donc cette Juve, elle est moyenne. Allez, peut-être Vlahovic, parce qu'en plus, il a un rôle que personne n'a au PSG, même s'il ferait mieux d'arrêter de se prendre pour Zlatan. Mais Oh, mais ça, c'est gratuit, ça. ouais, c'est gratuit, mais c'est vrai, parce que enfin, du haut parc, moi, je l'ai vu plein de fois dans l'attitude en dehors des actions. Il y a une, il y a une similitude dans la façon de marcher, dans la enfin, bah, bref. Voilà. Moi, j'aime beaucoup le joueur, en tout cas. Moi, avec Haaland et Mbappé, c'est sûrement les trois. Enfin, moi, je l'aimais beaucoup. C'est pas des futurs, parce qu'ils sont déjà au top, mais qui domineront on va dire le marché des attaquants. Ouais, bah, je le trouvais très fort à la Fiorentina et tout, mais je trouve que depuis qu'il est à la Juve, honnêtement, il m'a plein fait mal à la tête. T'as vu l'animation qu'il est autour de lui? Non, mais c'est après, pas voilà. parti au jeu, tu vois, il lui faut des ballons. Ouais, après, les ballons qu'il a eu hier, il n'en a pas fait non plus des choses exceptionnelles. Mais bref, bon, on va pas parler de. On peut. Non, mais. On va parler de la Juve. On va en parler après si tu veux, mais non, mais c'est pas ça. On va d'abord rester sur le PSG. Voilà, il y a ce problème de bloc. Et je pense que si tu tombes sur une équipe d'un niveau au-dessus de la Juve, que ce soit techniquement ou dans l'intensité, honnêtement, ça aurait pu faire mal. Voilà. Alors, est-ce que tu t'adaptes aussi à l'adversaire et peut-être que Paris aurait élevé son niveau si c'était un autre adversaire? Je ne sais pas. Hein. Mais voilà, il y a quand même des éléments avec cette défense à 3 et cette animation-là qui posent question aujourd'hui. Pas problème parce que je pense que tu es encore dans la phase de progression. Ça fait que 2 mois que Galtier est là. Mais qui interroge en tout cas. Reprenons le fil de la rencontre en commençant par la première période, si vous voulez bien. On peut décrypter ce match finalement en analysant les deux périodes, et c'était le sens de ton propos, Yacine. Sur notamment ces 35 premières minutes, Mousse, qui sont très bien réussies avec 2 magnifiques buts, 2 actions magnifiquement construites, avec, t'en parlais tout à l'heure, Mousse, la louche de Neymar qui est sublime, la reprise d'Mbappé qui est encore plus, et puis le deuxième but avec ce 1-2 avec Hakimi et la reprise de volée. Hier, je crois que c'était le thème, hein, Yacine, peut-être toi qui leur avais donné comme consigne, c'était que des buts sur reprise de volée hier. Ouais. Pas de but avec le ballon à terre. Une envie d'aller vers l'avant, Mousse, beaucoup de situations. Une seule occasion pour la Juve, la tête de Milik arrêtée par Donnarumma. Et une petite stat sur Kylian Mbappé, quand même, c'est 3 ballons dans la surface adverse en première période, 2 tirs, 2 buts. Donc voilà, Mbappé assez clinique et chirurgical devant le but. Mousse, cette première période, avant de passer sur la deuxième où on a vu les difficultés et Yacine commence à en parler, on a vu le Paris Saint-Germain qu'on voit depuis le début de saison. Et en Ligue des Champions, c'est ça quand même, parce qu'on sait très bien qu'à la Ligue des Champions, tout le monde dit que c'est le test pour le PSG. Là, on a vu ce qu'on voyait depuis le début de saison en Ligue 1. Ouais, c'est exactement ça. Et ils ont bien entamé le match. D'habitude, c'est vrai qu'en Ligue 1, on avait l'habitude de critiquer un peu leur entame de match, où ils mettaient un peu de temps à rentrer dedans, etc. Il fallait toujours 15-20 minutes. Là, hier, honnêtement, dès les premières minutes, on a senti que le PSG était totalement concerné. Ça jouait beaucoup trop vite pour les Turinois. Moi, ce qui m'impressionne toujours, c'est cette capacité dans les petits espaces à jouer rapidement, à échanger. Tu vois, les mecs, t'as l'impression qu'ils suivent une partie de tennis, quoi. Tu vois, les défenseurs, ils sont là, à droite, à gauche, ils savent plus où est le ballon. Et en plus, ça se conclut par 2 magnifiques buts de Mbappé. Alors, Yacine a raison. Hein, c'est vrai que la Juve en première mi-temps et notamment avec le milieu Paredes, Rabiot et le troisième, dont j'ai oublié le nom. Miretti, voilà. C'est vrai que c'était quand même très très faible. Il n'y avait pas de mouvement, il n'y avait pas de jeu. Tu as l'impression qu'il y avait pas un joueur qui était capable de créer quelque chose. Alors que normalement, Rabiot, il est quand même capable de le faire. Paredes, quand il est placé devant la défense, même s'il a mis 1 ou 2 bons ballons, moi je l'ai pas trouvé exceptionnel hier. Mais effectivement, ce qu'il faut souligner, c'est évidemment la bonne première mi-temps du PSG, le jeu. Je suis tout à fait d'accord avec Yacine, hein, ce qu'on fait Vitinha et particulièrement Verratti, que j'ai trouvé hier. On avait un petit débat dans le groupe WhatsApp. On n'était pas tous forcément d'accord. Enfin, moi, j'ai lu les échanges et c'est vrai que Verratti encore, il fait un match monstrueux, mais faut pas oublier que Vitinha, il est sorti sur un coup, il revient titulaire directement. Il a lui aussi fait un grand match et ça, il faut le souligner. Maintenant, voilà, ce qui est un peu gênant, c'est effectivement cette ligne défensive, même en première mi-temps, parce que c'est comme le disait Yacine, tu as l'impression que parfois ils sont à contre-temps. Et notamment, lorsqu'il y a des centres ou des ballons aériens, tu as l'impression que Paris ne sait pas gérer ça. Et
et on le voit d'ailleurs sur le but, même si c'est en deuxième mi-temps, mais il n'y a qu'à voir la tête de Milik, hein, l'ancien Marseillais. Alors, on a la chance, c'est vrai qu'il fait une belle parade parce que c'est à bout portant, mais on a aussi la chance que Milik met sa tête quasiment sur Donnarumma. Il faut quand même l'arrêter, effectivement, mais on a de la chance. Donc voilà, ce qui est gênant dans cette équipe, on le sait, on a identifié, c'est cette ligne défensive. Évidemment qu'un schéma à 3, une défense à 3, ça se travaille. Ils n'ont pas eu beaucoup l'occasion de l'exploiter la saison dernière parce que de toute façon, Ramos n'était pas très en forme. Mais c'est vrai que cette année, ça commence à être compliqué ce début de saison. Alors effectivement, soit tu repasses à une défense à 4 et tu sécurises un peu ton milieu. On reviendra sur Messi, mais moi je trouve que par exemple Messi en deuxième mi-temps, c'est vrai que c'est difficile de le sortir une mi-temps entière, hein, mais là, tu as attendu la 80e, 83e pour le sortir. Je pense qu'il aurait peut-être fallu le sortir bien avant et peut-être densifier un peu le milieu de terrain. Voilà. Mais c'est vrai que la première mi-temps, pour moi, elle est totalement réussie. Il n'y a pas grand-chose à dire, à part peut-être effectivement cette ligne défensive. Yacine, quand même un homme sur cette première période. Alors, on aura tout à l'heure vos top et flop, hein, mais comme je sais que c'est pas ton top, Yacine, je peux t'interroger dessus. Sur Neymar, quand même, qui... pour parler de son match, même de sa saison en général, il est déjà à 9 buts et 7 passes décisives depuis le début de saison, donc toute compétition confondue. Il est encore à l'origine du premier but avec cette louche magnifique. Je pense que Yacine, tu as dû te lever du siège hier sur cette passe incroyable, avec la finition d'Mbappé qui est tout autant. Mais quelle influence sur le jeu, et surtout, on retrouve, je pense, Yacine, tu es d'accord avec moi, cette vélocité sur les premiers appuis et sur aussi ces dribbles qui ne sont pas humiliants mais qui servent au jeu. Ouais, d'ailleurs, c'est frustrant d'être dans la tribune journaliste des fois parce que t'as envie de... franchement, j'aurais tout lâché. Je suis obligé de me retenir, mais c'est dur. T'avais envie d'aller avec Auteuil, c'est ça? Ah ouais, franchement, ouais. Non, mais évidemment que Neymar, il est. Alors, je vais être positif, mais je suis obligé d'être un peu négatif parce que sinon, c'est pas moi. Ah, commence par le positif quand même. Non, je commence par le négatif justement exprès pour bien finir. Mais qu'est-ce que je lui en veux en fait? Mais je lui en veux tellement parce qu'en fait, c'est ce Neymar-là qu'on aime. C'est ce Neymar-là qu'on a envie de voir depuis 5 ans. C'est ce Neymar-là qui respecte le foot, mais qui respecte le foot en plus dans tout, c'est-à-dire techniquement, dans l'attitude, dans le volume de jeu. Alors, il a toujours eu le volume de jeu, mais je trouve qu'il a quand même repris en vélocité, en rapidité. Alors, évidemment, ce n'est pas les courses de Neymar il y a 6 ans ou 7 ans, mais on sent quand même qu'il y a une énorme différence dans ses prises de balles. Avec ce qu'il faisait rien que l'année dernière. Enfin, ce joueur, franchement, s'il avait cet état d'esprit toujours en fait, mais c'est juste pas normal qu'il n'ait pas eu de ballon d'or parce qu'en fait, il sait tout faire. Il s'est marqué, il s'est passé, il s'est joué juste, il s'est décalé, il s'est trouvé des passes que personne n'imagine. Et en plus, il sait défendre parce que je redis ce que j'ai dit l'année dernière avec le fameux débat avec Nico. Est-ce que on va se contenter d'un Neymar contre City qui va juste défendre? Mais en fait, donc il sait défendre aussi. Il sait aller se placer pour récupérer des ballons. Il sait se mettre. Voilà, il a du volume de jeu. Franchement, c'est frustrant, mais ça c'est pour le négatif. Mais on va arrêter d'être frustré. On va se dire qu'on va profiter de ça parce que quand il est comme ça, c'est juste exceptionnel. Et le problème de ce foot d'aujourd'hui, c'est que, alors là, il a des stats. Donc, en fait, tout le monde le valorise parce qu'aujourd'hui, il a des stats. Et tu les as rappelés, je crois, 9 buts, 7 passes décisives. En 7 matchs. Hein. Voilà. Mais en fait, il n'aurait pas ces stats, je penserais la même chose de lui. Mais quand en plus d'être influent dans le jeu, tu l'es sur les stats et sur les buts et les passes décisives de la rencontre, c'est un plus quand même. Yacine. Non, mais c'est pour ça que je dis ça. C'est-à-dire que moi, quand je l'analyse, c'est le plus, comme tu dis. Mais il n'aurait pas ces stats-là, j'aurais, on va dire, le petit bémol en disant, ouais, il pourrait être plus efficace, mais je ferais le même constat dans son contenu. Voilà. Et tu vois, hier, j'avais une discussion avec certaines personnes sur Twitter entre Mbappé et Neymar sur la première période. Et ce que je disais, c'est que Mbappé, sur la première période, c'est pas le meilleur joueur. C'est le plus efficace, c'est celui qui termine les actions, c'est celui qui fait la différence. Mais dans le contenu, Neymar est au-dessus. Il propose 10 fois plus, il fait beaucoup plus. Voilà. Donc, moi, c'est ça que j'attends. Yacine, Mbappé, il participe quand même aussi au jeu en première mi-temps. Il ne faut pas non plus le résumer uniquement au finisseur qu'il a été en première mi-temps. Il a quand même participé au jeu, Mbappé. Il faut être honnête. Je n'ai pas dit ça. Ce que je dis, c'est que globalement, Neymar fait beaucoup plus sur la première période. Il est au-dessus, voilà. Oui. Voilà. Je suis d'accord avec toi.
Voilà. Et quand tu dis meilleur joueur, tu vois, les gens s'arrêtent. Bah, il a mis 2 buts, c'est le meilleur joueur. Mais ouais, si tu veux, dans le football actuel. Mais non, en fait, c'est pas ça le meilleur joueur. Le meilleur joueur, c'est celui qui t'apporte le plus, qui te permet de faire le plus de choses. Et donc, dans cette première période qui est bonne du PSG, dans ces 35 premières minutes, mais Neymar, il est primordial. Et je trouve qu'en plus, il s'est parfaitement adapté à ce nouveau rôle. C'est-à-dire que des fois, il est très haut. Parfois, il vient presque à hauteur de Verratti parce que là aussi, il a Vitinha qui est capable de compenser ses déplacements. Donc, on ne perd pas en fait. Avant, quand Neymar décrochait pour aller aider Verratti, on perdait un joueur là-haut parce que ça faisait un joueur qui venait plus près, plus bas, etc. Là, tu le perds plus parce que Vitinha monte là-haut et compense le déplacement. Donc, tu as toujours des joueurs là-haut. Et je trouve qu'il est, voilà, il est dans tout ce qu'il faut faire de juste. Et comme tu l'as rappelé pour terminer là-dessus, c'est que on n'a pas le Neymar qui veut dribbler pour faire des 1 contre 1 et humilier. On a le Neymar qui veut dribbler pour créer, pour apporter. Et en plus, hier, il a fait quelques dribbles arrêtés, mais il n'en a pas abusé. Il a pris beaucoup de ballons sur sa première touche de balle, en mouvement, etc. Donc voilà, c'est tout ce qu'on attend en fait de lui. Pour moi, en fait, c'est juste ce qu'il aurait dû faire depuis, ce qu'il aurait dû être, parce que ce joueur, il est juste exceptionnel. Mousse, on en parlait tout à l'heure de Neymar parce que je crois savoir qu'il est dans ton top sur ce match. Yacine t'aura fait une belle introduction. Parlons aussi de Mbappé quand même, qui est devenu aussi hier soir le plus jeune joueur de l'histoire de la Champions League à atteindre le cap des 35 buts, c'est dire aussi les performances de Kylian Mbappé. Il y avait un commentaire sur la Gazzetta dello Sport qui note les joueurs et c'est notre ami Guillaume MP qui le postait sur Twitter, la note de Mbappé dans la Gazzetta dello Sport, donc avec un 8 sur 10, et en commentaire, de merveille pour ses 2 buts. C'est un magicien, c'est un joueur qui ne se fait pas distraire par les polémiques et qui trace son chemin, celui du but, celui qu'il veut tracer vers le sommet de l'Europe après celui du monde. Est-ce que tu es d'accord avec le commentaire de la presse italienne, Mousse ? Ouais, je suis d'accord. C'est ce qui caractérise à peu près le caractère et la prestation et la personnalité d'Mbappé. C'est-à-dire qu'hier, dès qu'il est rentré, il était en mode Ligue des Champions. Parce qu'honnêtement, le premier but qu'il met, alors évidemment, la passe de Neymar, elle est juste fantastique. Mais regardez Mbappé, comment il lâche jamais le ballon des yeux, quoi, tu vois. C'est-à-dire que voilà, il suit le ballon des yeux et c'est très dur à faire ça, de reprendre, toi, une passe qui arrive dans le dos, la reprendre de voler comme ça parfaitement. C'est à quoi la mettre dans la tribune. Voilà, exactement. Nous, on la met derrière le parc. Hein. Voir, tu touches pas le ballon. Oui. Voir sur le loup. Ouais, tu la loupes. Voir sur le périphérique. Tu vois. Mais c'est vrai que le but qu'il met, le premier, il est juste incroyable. Le deuxième, il est beau, après, un tout petit peu moins beau, on va dire. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a senti une détermination et c'est ce qu'on a ressenti. Alors, à part les matchs où il boudait un peu, où il n'était pas content, mais quand il est dans cet état d'esprit, Mbappé, quand tu es entouré de Neymar et Messi, combien de fois hier, on les a vus combiner tous les trois, tu vois, quand ils veulent jouer ensemble, quand ils sont tous les trois dans le même état d'esprit. Mais Mbappé, il ne devrait pas se soucier de ses stats et de ses chiffres. Joue avec les deux autres. Moi, honnêtement, le match, il aurait été parfait d'Mbappé, vraiment, avec cette passe oubliée sur Neymar. Voilà. Pour moi, c'est le petit truc qui fait que le match n'a pas été parfait. Et évidemment qu'en deuxième mi-temps aussi, il a un peu baissé de pied, mais un peu comme tous les autres. Mais en dehors de ça, c'est la première mi-temps qu'il fait, évidemment, tu peux pas beaucoup lui reprocher. Alors oui, tu as plus vu Neymar dans la création et sans doute même un petit peu plus Messi, etc. Mais il était toujours dans les bons coups, Mbappé. Donc moi, je trouve qu'il fait un grand match. Il y a plein de polémiques autour de lui, que ce soit l'affaire Pogba, la petite sortie, son petit éclat de rire lors de la conférence de presse sur l'histoire des jets privés. Et voilà, ça n'a pas d'emprise sur lui. Voilà, lui il rentre sur le terrain, il veut impressionner l'Europe entière. Voilà, il a fait le job. Il a mis un doublé. Encore une fois, bon, c'est malheureux, il a oublié Neymar. Et c'est vrai que s'il avait mis cette passe à Neymar, c'est en deuxième mi-temps. Ouais. S'il met cette passe à Neymar, c'est un autre match. Je pense que tu mets la Juve la tête sous l'eau et je pense qu'ils auraient pas eu la force et la réaction qu'ils ont pu avoir en deuxième mi-temps lorsqu'ils reviennent au score. Et en plus, ça t'évite aussi à toi d'avoir plein de doutes. On sait que Paris en Ligue des Champions, une fois que l'équipe recolle un peu au score, ce qu'on appelle la gestion des temps faibles, c'est pas les meilleurs.
Bon, alors hier, ça a été, ça va. Voilà, il y a eu des temps qui ont été mal gérés. Malgré tout, le but n'a pas été pris. On a sauvé les meubles, on gagne 2-1, mais voilà. Chapeau Mbappé là-dessus, à part encore une fois la passe oubliée sur Neymar. Honnêtement, sinon, tu peux pas lui reprocher grand-chose. Un dernier mot, Yacine, sur la première période et sur Kylian Mbappé. Il le disait en fin de match au micro de Canal+. Bon, t'as pas dû l'entendre, je sais pas si t'as eu le temps de le voir parce que t'étais encore en tribune dans le parc, mais il parlait de son nouveau rôle dans l'équipe. Et ce que Galtier lui demandait, c'est d'être, en plus d'être à la finition, c'est d'être aussi un relais entre Messi et Neymar, et d'être, de jouer vraiment à 3, de se trouver dans les petits espaces. Et on l'a vu sur certaines séquences. J'ai une action en deuxième période à un moment où c'est en première période? Non, c'est en deuxième période, il me semble. Ouais. T'as Messi, Neymar et Mbappé qui jouent ensemble, et ça termine sur une occasion de Neymar de Mbappé d'ailleurs, qui tape un peu son ballon et passe à côté. Mais c'est vrai que c'est un nouveau rôle aussi pour lui, en tout cas, ce que Galtier lui demande, c'est de ne pas être qu'à la finition. Alors hier, ça s'est vu avec les 2 buts, mais on le voit aussi souvent au cœur du jeu. Et d'ailleurs, pour ajouter, avant que je te laisse la parole, Yacine, j'ai vu une déclaration de Thierry Henry hier, qui était sur le plateau de CBS Sports, où il est consultant là-bas, en plus d'Amazon en France. Et on lui parlait, parce qu'évidemment, Haaland a encore marqué hier, et d'ailleurs, Haaland a un nouveau record, je ne sais pas si vous avez vu, je l'ai retweeté justement pour l'avoir sous les yeux, et je vais vous donner la stat, mais qui a été encore exceptionnelle avec City, il a marqué un doublé. Nombre de matchs nécessaires pour inscrire 24 buts en Ligue des Champions, c'est simple, Haaland est le premier avec 20 matchs, suivent Benzema avec 40 matchs, Mbappé 41 matchs, Messi 42 matchs, Lewandowski 42 matchs aussi, Neymar 43, et Ronaldo 63 matchs pour arriver à 24 buts en Ligue des Champions. Et Haaland, il les a déjà fait en 20 matchs. Et Thierry Henry, pourquoi je dis ça? Parce que Thierry Henry, on lui posait la question, est-ce que vous êtes plus Haaland ou Mbappé? Et il répondait que Mbappé, lui, il peut créer et finir. Haaland ne crée pas, il finit. Mbappé, il peut jouer à droite, à gauche, il peut jouer dans l'axe. Haaland ne peut jouer que dans l'axe, c'est un joueur magnifique et avec lui, ils peuvent gagner avec des champions pour l'instant. Mbappé a toujours mon vote. Je trouve que c'est un peu dur pour Haaland. Quand même. C'est quand même vrai, Yacine. Haaland, c'est... À Dortmund, on l'a déjà vu à Dortmund participer à des actions offensives, tu vois. Ouais, je sais pas. Bien sûr, mais là, dans l'entente à 3 devant, c'est quand même primordial. Si Mbappé n'était qu'un attaquant de surface qui marquait, ça serait peut-être moins fluide avec Messi et Neymar. Là, ce qu'il dit sur Mbappé, il a raison là-dessus, mais je trouve qu'il a résumé Haaland à juste un finisseur. C'est un très bon finisseur, hein, mais je trouve qu'il est aussi très technique. Enfin bref, ça c'est mon avis. Hein, je te laisse parler, Yass. Yacine, t'en penses quoi? Ouais, il n'a pas tort. Après, c'est toujours le problème d'être dans les médias, c'est qu'il faut être un peu dans la caricature, etc. Voilà, je trouve que c'est limiter certaines choses. Je pense que le rôle d'Mbappé, en fait, là où moi, ce qui m'intéresse, c'est que je pense que lui-même avait envie, cette idée de jouer d'abord à gauche, de commencer ses actions à gauche. Moi, je pense que, en plus, quand tu as Neymar et Messi à côté de toi, je pense qu'en fait, il ne peut pas y avoir de poste fixe. Tu commences à gauche. Il faut que ce soit le jeu qui dicte ton positionnement. Voilà, à un moment donné, c'est Neymar qui est à gauche. Et toi, tu vas un peu plus dans l'axe. Si c'est Messi qui est à ce moment-là dans l'axe, tu vas peut-être un peu plus à droite. En fait, c'est cette liberté, mais cette liberté pas d'être n'importe où. C'est cette liberté de pouvoir être partout en t'adaptant à ce qui se passe. Et je trouve que ça permet aussi d'apporter une variété parce que quand tu commences à gauche, après à un moment donné, il y a ce rapport de force avec le défenseur droit où tu vas te dire comment prendre le dessus, comment le gêner, etc. Et c'est un rapport de force. Là, quand tu es une fois à gauche, une fois à droite, une fois dans l'axe, par exemple, hier, tu tombes sur Bonucci, il faut qu'il te prenne d'une certaine façon et puis tu t'en vas. Alors tu vas sur Danilo, après tu vas sur... Tu vois et en fait, tu mets en difficulté le défenseur parce que quand tu défends sur Mbappé ou sur Neymar ou sur Messi, tu ne défends pas du tout de la même façon. Donc du coup, le défenseur, il doit tout le temps s'adapter. Et comme en plus, tu as des joueurs intelligents qui s'adaptent aussi avec toi, les Vitinha, mais Neymar et Messi, en fait, je trouve, moi, que cette liberté, elle est hyper importante pour lui. Parce que, comme tu l'as dit, tu vois, ce qui est intéressant hier sur cette liberté, c'est qu'en plus, ces 2 buts le résument bien, c'est qu'il finit un but à gauche et un but à droite. Voilà. Et dans le positionnement d'avant, il finissait 90% de ses buts à gauche ou dans l'axe, mais en fait en rentrant de la gauche vers l'axe, parce qu'il avait décidé que c'était le rôle qui lui allait le mieux. Et moi, je pense qu'il n'y a pas de rôle qui lui vont le mieux, parce qu'il est capable de faire beaucoup de choses,
Et le fait de finir l'action à droite, ça veut dire, voilà, arrête de croire que tout se passe à gauche, ou en tout cas, pour être dans les meilleures dispositions pour toi, c'est de partir de la gauche pour rentrer sur ton pied droit. Tu es capable à un moment donné d'enchaîner avec Hakimi à droite, et ben va le faire. Voilà, parce que tu vas aussi surprendre l'adversaire. Et il ne t'attendait pas là, c'était Messi qui était là 2 minutes avant. D'un coup, c'est toi, donc on ne sait plus quoi faire. L'action d'après, c'est Neymar. Voilà, et je pense que là où Galtier a, pour l'instant, fait quelque chose de très intéressant là-dessus, c'est cette animation des trois où en fait, il n'y a plus de rôle. Tu vois, au début, on disait, il joue en 3-4-1-2. Donc il y avait soi-disant Messi en 10 avec Neymar, Mbappé. Après, c'était 3-4-2-1 avec Messi, Neymar, en dessous Mbappé. Et finalement, j'ai envie de dire, c'est 3-4-3, mais 3, ils font ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que Messi, des fois, il est avançante, Mbappé, il décroche, Neymar, voilà. C'est 3 attaquants. Ça crée de la confusion chez l'adversaire d'avoir des postes libres comme ça. Mais bien sûr, parce que, encore une fois, tu n'as pas de point de fixation. Alors, par contre, des fois, c'est aussi Yacine, c'est comme ça que jouait City avant de prendre Haaland, on est d'accord. Hein. Exactement, ouais. Tu vois, mais le seul petit problème que ça pose, c'est qu'il y a eu des situations, je ne sais pas si on y reviendra après, mais où en fait, on n'a personne devant le but. Les trois. C'est l'inconvénient en fait du système quand tu joues pas avec un vrai numéro 9. Hein. Voilà, les trois ont décroché. Donc les trois sont venus à l'intérieur du jeu un peu plus bas pour attirer. Mais du coup, tu trouves Hakimi ou Mendes. Et à ce moment-là, il n'y a plus personne dans la surface. Ah, dans la surface, il n'y a personne pour prendre les ballons. Voilà. Et ça peut être le petit bémol de cette animation-là. Passons sur la deuxième période, si vous voulez bien, parce que donc on a analysé cette bonne première période du Paris Saint-Germain. Et en seconde, ça a été plus compliqué. On en parlait tout à l'heure avec Massimiliano Allegri qui a procédé à un changement avec la sortie du jeune Fabio Miretti et la rentrée de Weston McKennie qui a apporté un peu de présence athlétique. Et surtout, il a bien compris, Allegri, qu'il fallait multiplier les centres parce que l'un des points forts de la Juve, même si c'est compliqué depuis quelques années, c'est quand même la présence athlétique, Yacine, dans la surface. Je viendrai te voir après, Mousse, parce que j'aimerais avoir le regard de Yacine qui était au stade hier sur justement la deuxième période. Et justement, tu étais en plus en conférence de presse, et je vais citer une des réponses de Galtier en conférence de presse sur cette deuxième période. La question était, on a senti la fatigue en deuxième, mais aussi dans la défense des espaces entre Marquinhos et Ramos, on en parlait tous les deux, et la Juve a poussé de ce côté-là avec une multiplication des centres et beaucoup de présence dans la surface. Comment régler cela? Et Christophe Galtier a répondu, c'est lié au nombre de joueurs à l'intérieur du jeu mis par la Juve. On a eu du mal à coulisser, et il aurait fallu qu'on sorte plus vite sur les côtés pour éviter que leurs joueurs de côté se mettent face au jeu. Mais souffrir pour l'emporter, ça permet aussi de faire grandir un groupe. Intéressante la réponse de Galtier, Yacine. Bah déjà, il répond sur le jeu, donc c'est déjà intéressant, parce qu'on n'avait plus l'habitude. Toi qui as fait beaucoup de conférences de presse de Pochettino, qu'est-ce qu'il aurait répondu à ça, Pochettino? Il aurait répondu, est-ce qu'on a été en danger? Est-ce qu'on a subi des occasions? Et on a gagné le match, donc voilà. Ouais. Et il a parfois même dit à des journalistes qui posaient ce genre de questions, c'est pas une question, c'est un avis. Tu vois, carrément. Maintenant, non, mais en fait, il a raison dans ce qu'il dit, Galtier. Maintenant, ce qui me pose problème, c'est que Allegri a trouvé ou a eu une lecture du jeu et a trouvé la solution pour inverser la tendance à un moment donné du match. Alors encore une fois, je ne suis pas en train de dire que la Juve a dominé Paris en deuxième mi-temps, on va se calmer. Mais entre la première et la deuxième, il y a quand même une belle différence. Et Galtier, non. Puisque tu as été en difficulté sur ce côté-là et que la solution, elle arrive autour de la 75e ou 80e là, avec l'entrée de Mukele. Voilà. Il y a eu Danilo aussi pour Vitinha. Oui, mais je parlais du côté droit en fait. Oui, pardon. Parce que du coup, ça faisait Ramos et Mukele, donc deux profils plus défensifs qu'avec Hakimi. Et effectivement, je pense qu'il a mis du temps à réagir à ça. On l'a beaucoup vu, ils ont insisté là. Parce que effectivement, il y a cette faille-là. Il y a cette faille-là parce que Ramos n'a plus ses jambes d'avant. Donc, quand il est dans l'agressivité, quand il peut avancer, quand il a encore du jus, ça va. Mais à un moment donné, dans la profondeur, c'est compliqué. Et que Marquinhos, c'est compliqué aussi. Donc, le truc, c'est que... Et tu vois, là, c'est peut-être un des cas où demander à Marquinhos de venir à droite aurait été plus intéressant. Parce qu'avec sa vivacité, il aurait sûrement mieux géré
cette animation côté droit du PSG, de la Juve, donc côté gauche pour la Juve, parce qu'il a plus de vivacité malgré tout, et parce que même si Marquinhos fait quelques erreurs en reculant sur certaines actions, je pense qu'en le mettant là, et en se sachant protégé par un joueur donc dans l'axe, il aurait peut-être repris cette attitude de défendre en avançant. Ouais, de sortir un peu et de défendre en avançant. Et c'est vrai qu'on le dit depuis le début de saison, hein, Yacine, dans les podcasts. Hein, on travaille rien en disant qu'on le dit quand même de tester Marquinhos à droite et Ramos dans l'axe où il serait un peu plus couvert dans un poste plus de libéraux, quoi, Ramos. Vraiment en couverture, quoi. Voilà. Sauf que, on a dit en contrepartie que peut-être, en tout cas on l'a vu sur certaines séquences, le fait de mettre Marquinhos dans l'axe, c'est pour le permettre à un moment donné de venir aussi au milieu. Voilà. C'est-à-dire pour aider les milieux, oui. C'est toujours pareil en fait. À un moment donné, le coach il doit se dire en fait quelle est l'animation, positionnement des joueurs qui va m'apporter le plus. C'est pas de dire où est-ce que je mets Marquinhos le mieux, mais c'est de dire qu'est-ce que moi je veux. Est-ce que mon équipe sera mieux avec Marquinhos dans l'axe, même s'il y aura des lacunes là-dessus, ou est-ce qu'elle sera mieux avec Marquinhos à droite. Bref, voilà, dans la lecture du jeu, Galtier, s'il le dit, c'est qu'il l'a vu. Mais par contre, ça veut dire aussi qu'il n'a pas réagi tout de suite. Et ça, c'est problématique parce que après le but de la Juve, si vous vous souvenez bien, il y a à peu près 10 minutes où c'est un peu n'importe quoi. Et notamment avec une action qui part justement de ce fameux côté gauche, avec un centre, une frappe, et il y a 2 ou 3 frappes contrées avec une dernière frappe croisée qui passe à côté, où tu n'es pas loin du 2-2 alors qu'honnêtement, sur les 60... C'est sur l'erreur de Mukele, ça. C'est l'action que tu parles. Non, il y a eu celle-là, mais avant, autour de la... Parce que la Juve marque à la 54e, je crois. Hein Entre la 55e et la 60e, il y a une action où, d'ailleurs, Marquinhos gueule un peu sur tout le monde. Parce que tu sens, et même, je crois que Donnarumma aussi, où tu sens que il y a un moment de flottement où on est plus... Je me rappelle quand Donnarumma il sort, il gueule. Oui, voilà. Oui, je me rappelle. Et en fait, c'est ce moment-là. Et je trouve que Galtier, il a mis du temps à réagir entre cette égalisation, ce moment de flottement, et finalement l'entrée de Mukele à la 78e. Ouais. Et justement, très belle passe décisive, Yacine, parce que moi, je voulais venir te voir là-dessus. Les remplacements de Galtier, justement, en deuxième période, parce que Yacine en parlait. Quand ça a commencé à être compliqué, moi aussi, je pensais comme Yacine que les changements interviendraient plus rapidement, parce qu'on a vu que même si Vitinha était apte à jouer, il a fait un très bon match. Tu voyais qu'il commençait quand même à accuser le coup. Il était quand même sorti sur blessure. Il avait pris un gros choc face à Nantes. Un Danilo qui est très bon quand il rentre depuis le début de saison et vient apporter son impact au milieu de terrain. Il rentre quand même qu'à la 78e avec Mukele, donc qui a remplacé Hakimi Vitinha. Le deuxième session de changement, c'est Carlos Soler qui remplace Messi à la 84e et Renato Sanchez qui remplace Verratti à la 87e. D'ailleurs, petite stat assez insolite sur Lionel Messi. Est-ce que vous savez que Lionel Messi il a été remplacé donc lors d'un match de Ligue des Champions pour la première fois hier depuis le 21 octobre 2014, sur la fin d'une série de 63 titularisations dans la compétition, tout en jouant les 90 minutes à chaque fois. Il n'avait pas l'air ravi. Hein Il n'avait pas l'air ravi de sortir, même à la 84e. Mais d'ailleurs, Galtier l'a dit en conférence de presse avant-match que s'il fallait en sortir un pour le bien de l'équipe, il le ferait sur le turnover. Même Mbappé, d'ailleurs, a répondu. Il a dit qu'il n'aurait pas la banane s'il sortait, mais qu'il accepterait les choix du coach. Mais c'est vrai que Mousse, il a un poil tardé à réagir, Galtier, hier, peut-être dans les choix. Ouais, surtout que, comme l'a dit Yacine, Allegri, lui, il a vite réagi. Et d'ailleurs, ça lui a donné raison. Non seulement l'équipe a changé, il y a eu beaucoup plus d'impact, et je pense qu'il a aussi lui aussi tiré vers le haut, ses coéquipiers. Il y a le but qu'il met aussi, c'est important. Il peut remettre la Juve dedans. Donc on rappelle qu'il met le but juste après l'oubli d'Mbappé sur Neymar. Ouais, les changements, ils ont tardé, d'autant plus que, rappelez-vous qu'on était quand même un peu inquiet sur ce milieu à deux. On disait, bon, allez, peut-être qu'en Ligue 1, ça passerait, mais qu'en Ligue des Champions, il faudra faire attention. Parce que. D'un point de vue de l'équilibre. Voilà, et surtout en fonction des trois de devant, comment ils allaient défendre, est-ce qu'ils allaient aider les milieux, etc. Et hier, en deuxième mi-temps, une fois que la Juve remet un petit peu le pied sur le ballon et qui met un peu cet impact physique, dans le même temps, on se rend compte que Messi est vraiment en train de diminuer. Tu as raison de dire aussi que Vitinha, et c'est normal, il commence un peu à souffrir parce qu'il fait une grosse première mi-temps à la récupération, il est partout avec Verratti. Et là, tu te dis, bon, à la 60e, tu vois que tu es un peu en difficulté, tu as du monde sur le banc, et effectivement, tu te dis, tu as deux solutions en fait. Soit
effectivement, tu changes un des deux milieux et tu sors Messi, par exemple, pour faire, tu vois, pour ramener un peu de densité au milieu et essayer de vraiment remettre le pied sur le ballon et de remettre encore en difficulté cette équipe de la Juve, mais il le fait pas. Il le fait pas parce que c'est compliqué, comme tu viens de le dire, de sortir un des trois. Neymar étant énorme, tu peux pas le toucher. Mbappé, il met un doublé, tu peux pas le toucher, mais tout ça, c'est normal, hein, c'est même pas une critique. Par contre, des trois de devant, c'est Messi qui en fait le moins. Donc, du coup, tu soulages un peu moins ton milieu de terrain. Et effectivement, ça a donné ce que ça a donné hier. Et ça, c'est une réflexion que doit avoir Galtier dans les prochains matchs. On tombe sur une Juve qui est plus que moyenne. Et même quand ils arrivent un peu à reposer le pied sur le ballon en deuxième, c'est pas ouf non plus. Benfica, moi, je connais pas cette équipe. Yacine en parlera parce qu'il faut qu'on se projette. Bon, le prochain, c'est Haïfa, mais comme on connaît pas cette équipe, c'est compliqué. Avec l'autre équipe, est-ce que ça aurait été jouable avec tous les efforts qu'ont fait Verratti et Vitinha à partir de la 60e? Encore une fois, c'est normal qu'ils baissent un peu de pied. Et c'est là que moi, j'aurais voulu voir soit un changement tactique ou soit vraiment un coaching qui intervient beaucoup plus tôt. Parce que effectivement, pendant ce temps faible, ils auraient pu égaliser, voire en mettre un deuxième. Tu vois. Donc, effectivement, là-dessus, je pense que alors peut-être que Galtier s'en est rendu compte en revoyant le match, et peut-être que pour les prochains matchs, il prendra d'autres décisions, mais en tout cas, que ce soit Verratti ou Vitinha, ouais, tu aurais pu sortir un des deux un peu plus tôt, histoire de rapporter un peu de fraîcheur au milieu de terrain. D'ailleurs, Yacine, pour parler des top et flops, et nous en parler, parlons de Marco Verratti quand même, qui est ton top sur le match hier, parce qu'on parlait de Vitinha qui a fait une grosse première période, mais on sent quand même que Verratti, il est content de jouer à Vitinha et on sent qu'ils parlent le même football. Et notamment, ils ont cette qualité de passe qu'on connaît de Verratti. Il y a une entente entre les deux. Ils savent quand l'un monte un peu, l'autre reste un peu derrière. Et même au niveau récupération, il y a une entente. En fait, en tout cas, on sent qu'il y a une entente. Il y a une osmose. Peut-être que Verratti n'avait pas trop l'année dernière avec certains joueurs. On va pas dire qu'ils s'entendent pas, mais d'un point de vue football. Et là, on sent que les deux sont complémentaires et prennent des repères ensemble. En tout cas, c'est ton top Verratti. Ouais, je te laisse. Ouais, ils ont été énormes et je pense même moi que dans le temps faible du PSG, en fait, c'est les deux joueurs qui te permettent de pas sombrer complètement. Et notamment avec, si vous vous souvenez, de toute façon tout le monde l'a vu sur Twitter, elle a beaucoup tourné, mais l'action où Verratti vient couper dans sa surface comme un défenseur central que Zlatan essaye de l'accrocher et tout. Alors, il l'accroche, c'est lui qui l'accroche, et après, il réclame la faute, c'était exceptionnel. Mais Verratti, il bouge pas, il est en déséquilibre, il fait un râteau, il permet de sortir le ballon. Et en fait, pour moi, ça résume son match. Il a été énorme. Attends, tu parles de l'action le long de la touche ? Ouais. Parce que le râteau de Verratti, c'est quand même, il y a ça d'espace. Et oui, comment il fait pour sortir de là ? Il y a trois joueurs, ils font tous 30 cm de plus que lui. Déjà, il évite au ballon de sortir. Hein. Tu vois, quand il met le pied sur le ballon, il le ramène vers lui. Il fait un râteau et il s'en sort. Incroyable. Là, c'est les joueurs de très haut niveau, c'est les joueurs au-dessus. Là. Mais je ne comprends pas qu'il y ait des mecs qui le critiquent sans cesse. Moi, je ne comprends pas comment tu peux. Si tu aimes le foot, tu ne peux pas critiquer Verratti, c'est juste pas possible. Et donc là-dessus, en fait, les deux ont été énormes, même après la 60e. Et je pense que Galtier, quand il dit en conférence de presse, il faut trouver d'autres associations, il l'a bien expliqué. Ah, tu veux la réponse que tu as mis, j'ai repris ton papier, Yacine, pour rien trahir. La question était Verratti et Vitinha vous apportent-elles des garanties pour votre haut niveau? Et Christophe Galtier répond oui, ils sont connectés entre eux, mais aussi avec leurs coéquipiers, ils ont été très bons. Mais il va falloir, et tu viens d'en parler, Yacine, trouver aussi d'autres associations pour la durée de la saison, parce que physiquement, ça demande beaucoup d'efforts. Et voilà, en fait, c'est ce qu'on a vu, c'est-à-dire que c'est les deux, à ce moment-là, qui ont permis à l'équipe de ne pas sombrer dans leur activité. On a vu des replis de Vitinha après la 60e énorme, où il faisait des courses de 20 mètres à fond pour ralentir les actions de la Juve. Franchement, ils ont été énormes avec le ballon, sans le ballon. Comme tu l'as dit, ils parlent le même football, c'est-à-dire que quand ils échangent de temps en temps, voilà. Alors, juste un petit truc sur Vitinha, c'est que il y a deux, trois actions, notamment en première période, où je pense qu'il peut se retourner, jouer vers l'avant. On sent que voilà, c'est le premier match de Ligue des Champions. Je pense qu'il ne voulait pas non plus abuser dans la prise de risque. Mais quand il va le faire, parce qu'il a la qualité technique, ça va être une autre arme. Parce que lui, Verratti, il le fait tout le temps.
Mais quand Vitinha, c'est 2-3 ballons où il est trouvé et où il n'ose pas vraiment y aller, quand il va prendre confiance encore plus et enchaîner les matchs de Ligue des Champions, ça peut être encore pire parce que ça veut dire que tu auras 2 joueurs capables de le faire. Pour Verratti, parce que c'est mon top, mais en fait, il y a le match de Verratti global, ce qui permet de faire le nombre de ballons qu'il récupère dans les tacles, dans la lecture du jeu. Mais l'action du deuxième but, tu vois, et encore une fois, pourquoi moi je me bats contre les stats, c'est pas juste pour dire ouais, les stats, machin. C'est que l'action du deuxième but, ça, on le verra jamais dans les stats. Mais le départ de l'action, c'est Verratti. Il vient chercher Hakimi, il reçoit le ballon. Hakimi fait un appel. Évidemment que l'appel est important parce qu'il permet déjà d'attirer un premier joueur de la Juve. Mais là, Verratti, parce qu'il y a 2 joueurs de la Juve autour d'Hakimi, enfin pas loin, là, Verratti, il fait semblant de vouloir jouer avec Hakimi. Donc, le deuxième joueur de la Juve, et c'est pour ça que j'ai discuté avec quelqu'un sur Twitter qui me dit c'est l'appel d'Hakimi qui est le plus important. Non, l'appel d'Hakimi il est important pour commencer à tirer. Mais en fait, c'est ce que fait Verratti qui est important. Et Verratti fait semblant de vouloir rechercher Hakimi dans un 1-2. Du coup, le deuxième joueur de la Juve vient fermer l'intervalle pour pas que Hakimi soit trouvé. Et il libère complètement l'intérieur du jeu. Résultat, sur sa fin de passe, il rentre à l'intérieur, il va trouver Mbappé. Et Hakimi arrive lancé dans le dos. Et là, Mbappé, il trouve Hakimi. Hakimi lui remet, Mbappé frappe de volée. Mais en fait, c'est le travail de Verratti. C'est-à-dire que c'est ni une passe décisive, c'est pas un but, c'est pas un truc qui va être quantifiable dans les stats, c'est-à-dire que ça n'existe pas dans les stats. C'est ce que je te disais, Yacine, il est souvent à l'avant-dernière passe. Ouais. Même Vitinha, ça lui arrive aussi. C'est vrai que Verratti, il est souvent à l'avant-dernière passe et c'est lui qui fait la passe juste au dernier passeur. Voilà. Franchement, il est incroyable là-dessus, c'est vrai. Et donc, les mecs, ils vont te dire, tu vois, il y a une stat aussi qui existe, c'est dernière passe avant un tir. Donc, il n'est même pas là-dedans. Mais en vérité, le vrai déclic de l'action, c'est ça. C'est cette fin de passe qui ouvre l'axe et qui permet à tout le monde après d'avoir de la liberté. Mais en fait, c'est ça, Verratti. C'est à chaque fois, c'est attirer un joueur, enfin, pas à chaque fois, parce qu'il ne peut pas le faire à chaque fois, mais très souvent, d'attirer un joueur, de fixer, de libérer des espaces pour les autres, de jouer dans le bon tempo. Voilà, hier, il a fait un match de très haut niveau. Et tout ça dans un contexte où ils sont que 2 au milieu, aidés par Neymar, malgré tout, parce qu'il les a souvent aidés, mais à la base 2 au milieu, à faire des efforts qui sont monstrueux. Et justement, ça va être intéressant aussi de voir comment on va être incorporé Fabien Ruiz, parce que justement, Christophe Galtier parlait de cette animation qui demande beaucoup d'efforts pour les 2 du milieu de terrain, et on l'a vu encore hier. Fabien Ruiz, c'est un milieu avec un profil différent, qui a de l'impact, qui a une grosse frappe de balle, qui peut apporter cette dimension athlétique, mais aussi par rapport à Danilo Pereira, qui a la capacité aussi technique pour ressortir les ballons. Et c'est vrai qu'un joueur comme ça, on pourrait le voir, normalement, parce qu'il a quand même fait des très belles saisons avec le Napoli, il peut prétendre à une place de titulaire dans le 11. Je ne sais pas ce que vous en pensez, toi, Mousse. Je ne sais pas si tu aimes bien le profil ou Yacine. Là, je voulais juste finir un truc sur Vitinha, 2 secondes, parce qu'en plus, c'est une discussion qu'on a eu aussi dans le groupe WhatsApp, donc ça permet de la partager, mais Vitinha, il a été très bon, on l'a dit, voilà, et tout. Et on avait cette discussion, est-ce qu'il a été meilleur que Verratti? En fait, le truc, c'est que Verratti, on est habitué quand même depuis 10 ans. Encore une fois, quand il est absent, on lui en veut tous, mais quand il est là, il est rarement passé au travers. Et en fait, on est habitué à ce genre de prestations, ou à ces gestes, etc. Vitinha, je pense qu'au départ, ceux qui le connaissaient, on en avait parlé, moi ici et Alex aussi de Castro, on avait parlé, on savait qu'il y avait du talent, on ne savait pas combien de temps il allait mettre à s'adapter, etc. Et en fait, je pense que pourquoi certains peuvent dire, par exemple, après ça reste une sensibilité, hein, mais j'explique mon positionnement, pourquoi certains peuvent dire que Vitinha était meilleur que Verratti, c'est qu'en fait, tu es impressionné par ce qu'il est capable de faire sur un premier match de Ligue des Champions après seulement 2 mois au PSG, alors que par exemple, on disait aussi que Renato Sanchez, on voit bien que même s'il est là depuis un peu moins longtemps, il est en souffrance, et notamment dans sa capacité à percuter, alors qu'avant c'était un joueur de percussion, il n'ose pas. Lui, il ose déjà. Il a apporté un équilibre tactique avec des compensations. C'est un joueur de collectif, mais pas que. C'est-à-dire qu'il est capable de faire des choses individuellement, techniquement avec le ballon. Donc en fait, l'impression que tu as au sortir, c'est de te dire Vitinha, il nous impressionne. Parce qu'on n'en entendait pas en fait autant aussi vite. Mais malgré tout. Surtout dans le secteur de jeu, Yacine, où il y a beaucoup de joueurs qui sont passés, qui ne se sont pas imposés. Donc d'avoir un joueur qui s'impose aussi rapidement aux côtés de Verratti, surtout dans un milieu à 2, c'est d'autant plus remarquable.
C'est clair, on a eu des Krikoviak, des Stambouli, bref. Cabaye. Donc voilà, mais en tout cas, ça minimise pas son match. Hein. C'est juste que, pour moi, en tout cas, Verratti a encore été un peu au-dessus, mais aussi grâce à Vitinha. Mousse, parce que est-ce que tu as déjà vu Fabien Ruiz avec le Napoli? Je pense que tu as déjà vu jouer en Ligue des Champions. Non, moi, quand on avait fait le podcast avec mon ami Mirko, qui est napolitain, je l'ai invité pour ça. Parce que moi, comme je l'ai toujours dit, je suis pas un grand consommateur de matchs de foot. J'en ai beaucoup consommé, mais là, honnêtement, aujourd'hui, plus trop. On parlait de City tout à l'heure. Il y a le petit chat en plus maintenant, alors forcément. On parlait de City tout à l'heure avec Haaland. J'ai pas vu une minute encore d'un match avec City. Donc, je sais même pas comment il utilise Haaland. J'imagine qu'il utilise en pointe, alors qu'il n'a pas l'habitude, mais tu vois, c'est pour te dire que non, j'ai pas. Je vois quel genre de joueur c'est, et évidemment que je l'ai aperçu sur des bouts de match, etc. Oui, puis en plus, il t'amène un peu de centimètres au milieu, parce que c'est vrai que entre Vitinha et Verratti, même si hier ça s'est pas trop vu, ils ont été parfois bousculés, mais c'est vrai que c'est pas des monstres physiquement les deux, ils sont très techniques, mais il est un peu léger l'ami Vitinha, donc effectivement, Fabien Ruiz, ça peut aussi amener un autre profil, quoi. C'est un autre profil. Un peu de hauteur, ouais. Certains matchs où tu auras besoin d'un mec qui avec un peu de taille au milieu. Exactement. Et c'est ce qu'il disait aussi Galtier avant la conférence quand il parlait de s'adapter aussi. Tu dois t'adapter aussi parfois à l'adversaire. Et peut-être que parfois tu tomberas sur des adversaires effectivement qui vont jouer avec des Golgoth au milieu, qui vont mettre beaucoup d'impact physique. Et même si techniquement Verratti pour lui prendre le ballon c'est compliqué. Voilà, c'est encore une fois, oui. Donc Fabien Ruiz, t'as l'option Fabien Ruiz, t'as l'option comme il a fait hier aussi avec Danilo. Même si moi Danilo quand il rentre, je le préfère en défense centrale. Même s'il avait fait une bonne rentrée la dernière fois au milieu, mais je trouve qu'en défense centrale et d'ailleurs hier quand je le vois se lever, moi j'étais persuadé qu'il allait sortir à Ramos pour faire rentrer Danilo. Mais oui, de toute façon, t'as des joueurs de qualité, t'as des joueurs techniques au milieu, évidemment, qu'il va falloir aussi concerner tout le monde, faire entrer dans la rotation, trouver des associations complémentaires. Et effectivement, je pense que entre Vitinha, Ruiz, Verratti, voire Sanchez, il y aura pas trop de problèmes. Alors Sanchez, effectivement, il est un peu décevant depuis qu'il est arrivé. Je ne comprends pas pourquoi. Alors, évidemment, il y a aussi la question de la préparation avec Lille qui a été un peu tronquée parce qu'il était en instance de départ. Et entre Milan et le PSG, et je pense que petit à petit il va se mettre dans le rythme. Yacine évoquait ses difficultés là où c'était une force pour lui la saison dernière d'essayer de transpercer, de porter le ballon et d'apporter un peu le surnombre en attaque. Il y arrive moins, même si hier en fin de deuxième mi-temps, j'ai trouvé que voilà, il osait peut-être un peu plus, il portait un peu plus le ballon. Écoute, on a un milieu qui est armé, il n'y a pas de raison. Maintenant, il faut donner du temps de jeu, il faut travailler, ce qui va pas être évident, parce que quand tu joues tous les 3 jours, t'as 3 jours, t'as la récupération, donc t'as pas forcément beaucoup de temps pour préparer. Là, il y a un match samedi à 17h face à Brest. Je trouve aussi que c'est l'occasion de lancer, par exemple, Fabien Ruiz, Carlos Soler, qu'on a vu 10 minutes, qui est très difficile à juger. Donc, il a quand même l'opportunité, Galtier, de donner du temps de jeu et de faire reposer certains joueurs. Je pense que Verratti et Vitinha, pas sûr qu'on les voit samedi face à Brest. Yacine, d'ailleurs, alors c'est même pas 10 minutes, Mousse, pour Carlos Soler, c'est après à la 84e. Bon, c'est compliqué de juger Carlos Soler et Yacine sur cette première minute. On l'a juste vu faire un très bon appel à un moment sur Neymar qui a le ballon et au final il choisit Mbappé. Alors peut-être qu'il peut lui lâcher avant parce qu'il fait la bonne course, Carlos Soler. Mais ça aurait pu être sa première occasion avec le PSG. Ouais, après je pense que c'est là aussi que tu vois la limite en fait la limite des non-automatismes puisque t'as pas joué avec le joueur. C'est que peut-être dans 3 matchs il lui lâche. Là aujourd'hui en fait il a pas encore cet automatisme de savoir est-ce qu'il faut qu'il joue dans la profondeur et que l'autre a assez de vitesse pour y aller. Est-ce que il faut qu'il soit un peu plus dans les pieds. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? T'as pas encore cette sensibilité de dire comment je peux lui lâcher le ballon du mieux possible. Il y a aussi ça. Même si peut-être aussi que Neymar se dit il y a Mbappé à gauche, je vais jouer avec Mbappé. Petite parenthèse vite fait, Thomas Tuchel a été viré de Chelsea. Voilà, après 18 mois. Ouais. Mais non. Ouais. Ah bah alors j'étais. C'est quoi ça? Là, à l'instant, je viens de voir le push RMC. Attends, ils ont joué hier Chelsea? Ils ont perdu à Zagreb. Ils ont perdu. J'ai rien suivi moi, donc pas. Voilà. Donc 18 mois, c'était.
Ouais, je vais pas dire que ça me fait plaisir, ça me fait pas plaisir du tout parce que c'est jamais sympa. C'est juste pour dire pour tous ceux qui avaient voulu réécrire l'histoire de Thomas Tuchel au PSG, on a encore un Thomas Tuchel qui se fait virer au bout de 18 mois. Il faut peut-être se poser à Et un moment c'est donné une quand même question. étonnant, parce que, alors, certes, depuis le début de saison, c'était compliqué. Chelsea L'année dernière, ça devait déjà commencer à être mais compliqué. parce qu'il a quand même eu un mercato, il a dû, avec le changement de propriétaire et tout, il a dû faire tout seul, le recrutement, etc. Il le disait d'ailleurs qu'il était un peu agacé parce que c'est pas ses priorités et que lui, il Ah, perd mais du temps. quand il commence à être agacé, c'est le début de la fin, Thomas Tuchel. Et en Enfin, tout cas, il dit ça, Hugo, mais il a quand même voulu se mêler du mercato quand il était à Paris. Donc, il est marrant, Tourelle, mais parfois un peu contradictoire. là, il faisait quand même tout seul parce qu'il y avait plus Petr Cech et pour l'aider un peu sur le recrutement. Et donc, il était un peu Et seul. surtout, tu sais, la responsable de Chelsea, j'ai oublié son nom, elle a un nom qui était proche du propriétaire Roman Abramovich. C'est elle, effectivement, qui gérait tout ce qui était mercato, etc. Et elle est partie au moment de la vente. Ah oui, tout le monde est parti, en fait. Tout le monde est parti, donc, dont voilà, la vice-présidente, on va dire, ou la présidente. Non, c'est la présidente de Chelsea même. Et puis aussi Petr Cech, qui était aussi pas mal, enfin, qui avait ce rôle de relais entre les joueurs aussi, la direction, et on le sait, qui est très important ce rôle, ce genre de rôle. Il a eu le temps de signer Aubameyang quand même. Hein. Ouais, il a eu le temps de signer Aubameyang. Enfin, c'est Aubameyang qui a eu le temps de signer avant que Tourelle parte. Et Wesley Fofana pour 80 millions d'euros, mais ouais. Ok, bah belle info Yacine, je viens de voir là du coup effectivement. Donc on en était à. On était sur le roulement un peu, peut-être faire tourner samedi contre Brest. Voilà, donc il y a l'entrée de Solaire, voilà, c'était sur l'action. Donc il y a les automatismes qui vont arriver après et pouvoir sortir. Effectivement, je suis comme Mousse. Je pense que Renato a été un peu plus entreprenant, sans être exceptionnel, mais il a essayé d'avancer avec le ballon un peu plus dans ce qu'il sait faire. Ça a permis aussi de soulager l'équipe. Et en fait, moi, je pense qu'il y a deux choses. C'est que il y a le coaching, donc en cours de match, et je pense que Galtier a fait des choix cohérents, un peu tardifs à mon goût. On reviendra, je pense, dans la saison tout doucement, mais sur cette idée que est-ce que finalement on peut réellement sortir les trois assez tôt dans un match quand ils sont moins bien. Parce que la sortie de Messi, il y en a qui vont dire il a au moins eu le courage de sortir Messi, mais c'est à la 85e, est-ce que c'est significatif? Voilà. Il aurait pu sortir bien avant, Yacine, honnêtement. Exactement, voilà. Donc, bon, il y a ça. Et puis, désormais, il y a le roulement. Et en fait, dans ce roulement-là, il va falloir continuer à gagner, donner du temps de jeu, créer des associations. Parce qu'en fait, c'est la limite. Enfin, le point positif, c'est que tu as créé un 11 qui a des automatismes malgré tout aujourd'hui. Parce que tu as bien insisté avec, il a joué ce 11-là, il a démarré, sauf Monaco, puisque Vitinha était suspendu, il a démarré pratiquement tous les matchs officiels. Le problème, à part Mbappé à Nantes, depuis, c'est le 11 les deux premiers où Mbappé il est blessé aussi, les deux premiers matchs. Le trophée des champions et les matchs d'après où il était. En fait, c'est plus des circonstances que des choix. Et donc là, tu te retrouves dans la situation où il va falloir donner du temps de jeu à certains, tout en continuant à garder l'osmose et la continuité. Donc les Solaires, les Fabien Ruiz, tu vois, par exemple, est-ce qu'à Brest, c'est le moment de lancer Fabien Ruiz? Est-ce que tu le lances en début de match ou est-ce que tu mets ton équipe pour faire la diff rapidement et tu donnes du temps de jeu à Fabien Ruiz, à Solaire, à Renato, à Ekitike? Est-ce que c'est le moment? Tu as mis Neymar sur le banc le dernier match à Nantes. Est-ce que samedi à Brest, enfin face à Brest plutôt, parce que c'est au parc, à 17h, est-ce que samedi, tu es capable de mettre Solaire et de ne pas mettre Messi? Après, Yass, ils ont joué mardi, donc ça leur laisse 4 jours pleins, on va dire, 3 jours et demi avec le samedi matin, on va dire, pour préparer le match. Donc il y a ça, et il y a le fait que tu es joué à domicile, donc pour la récupération, tu n'as pas eu d'avion à prendre, tu es rentré assez tôt chez toi, etc. Ça peut permettre, pendant ces 3 jours qui arrivent, effectivement, peut-être de plus travailler avec les remplaçants qui vont. L'idée, je pense que ça va être ça, en fait. Si Galtier, effectivement, de mettre contre Brest, changer, aller les 3 quarts de l'équipe et faire rentrer les nouveaux, je pense qu'il a le temps de le travailler, normalement, parce qu'il a joué mardi et que tu as joué à domicile. Donc, moi, je trouve que c'est peut-être le bon jour. Je comprends sur la question de un mec qui arrive comme Fabien Ruiz qui n'a pas joué une minute. Est-ce que tu le fais rentrer titulaire? Là, je suis d'accord, on peut se poser la question, mais je pense qu'il a les moyens de faire une équipe B, par exemple. Quand je dis équipe B, c'est pas en termes
de qualité des joueurs, hein, mais voilà, c'est les habituels remplaçants, on va dire, tu vois, les mecs comme mais je pense Danilo, comme Mukele, même s'il faudrait qu'on parle de Mukele. J'ai pas beaucoup de temps, mais il faudrait qu'on parle. Pas très rassurant le copain, mais bon, pareil, hein, il faut qu'il s'adapte. Il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, etc. Mais je pense qu'il changera pas la moitié de l'équipe. Hein. Il va changer peut-être 2 joueurs au départ, peut-être 3 maximum. Mais il ne changera pas la moitié de l'équipe parce qu'il y a une dynamique à garder aussi. Et on se rappelle par le passé que le PSG, souvent, quand il a changé 6-7 joueurs, ça a été un mauvais match, ça a été un accro, ça a cassé un peu tout ça. Donc, voilà, ça va être la gestion de tout ça. Moi, je pense réellement que pour le PSG, le meilleur scénario, c'est qu'il y ait 1 ou 2 changements au départ, mais que très vite, la différence soit faite comme sur les premiers matchs, pour offrir à ce moment-là 30 minutes, 25 minutes aux joueurs qui arrivent. Voilà. Pour moi, c'est ça l'idéal. Haïfa, c'est quand? C'est mercredi d'après, on est d'accord, hein, c'est la semaine d'après. Donc, il y a rendez-vous pour la Ligue 1 samedi à 17h contre Brest au Parc. Et mercredi prochain, déplacement en Israël chez le Maccabi Haïfa qui a perdu 2-0 hier contre Benfica. Voilà. Donc, voilà, ça va être à lui de gérer. Et je pense qu'il est dans cette réflexion parce que quand il dit sur Verratti Vitinha, il va falloir trouver 2 associations. Bah, tu vas pas les trouver à l'entraînement, les associations. Il y a que les matchs qui te donnent la vérité. Donc, s'il dit ça, c'est qu'il va y avoir, il va y avoir des changements, il va y avoir une recherche aussi. Et tu sais, Yacine, rappelle-toi, avant le match contre la Juve, il laisse Neymar sur le banc. Mais Neymar sur le banc. Donc, avant un match de Ligue des Champions, moi, j'ai l'impression que peut-être que face à Brest samedi, il laissera peut-être un des 3 aussi sur le banc pour peut-être éviter une blessure, pour donner du temps de jeu. Moi, je pense que Sarabia, par exemple, il n'a pas joué 1 minute. Il me semble qu'il n'est pas rentré hier, donc normalement, je pense que Sarabia va jouer. Et si Sarabia joue, forcément, tu as un des joueurs. Et alors Mbappé, je pense pas parce qu'il est meilleur buteur du championnat avec 7 buts. Pas sûr qu'il le prive de match, mais moi, je pense quand même qu'il y aura du changement. Bon, en tout cas, on verra ça, on suivra ça pour donc la prochaine rencontre de Ligue 1. Ce sera samedi, donc 17h contre Brest au Parc des Princes. 2 petits sujets avant de terminer, rapide, comme ça, Mousse, je sais que tu dois y aller à 11h30. Voilà, je donne l'heure. Ça va vous paraître obsolète parce que vous regardez le podcast en préféré, évidemment, on n'est pas en direct. Mais là, il est 11h23, voilà, pour vous cacher devant mes yeux. Et il faut qu'on termine assez rapidement. Bon, de toute façon, sur le match, on est assez complet. Je voulais parler d'un sujet extra sportif. Alors, on a entendu beaucoup parler. C'était dans la conférence de presse d'avant-match. Galtier a répondu sur les conditions de voyage du Paris Saint-Germain qu'il réfléchissait pour se déplacer en char à voile. Depuis, il y a même le président de l'association de char à voile qui a été invité sur le plateau de BFM TV, etc. On a entendu parler sous toutes les couleurs. Et Galtier a répondu hier au micro de Canal+ sur cette affaire. À ses propos, et donc je donne la réponse de Christophe Galtier. Ce sont des propos que je regrette évidemment. C'était une blague de mauvaise qualité et pas au bon moment. Croyez-moi, je suis concerné par les problèmes de climat. J'ai entendu qu'on était hors sol. Cette blague est de mauvais goût au mauvais moment. De là, nous faire passer pour ce que nous ne sommes pas. Mes joueurs font attention. On a pris le bus pendant 2h45 aller et retour pour Lille. On est conscient des enjeux climatiques. Évidemment, je regrette. Et là, je suis particulièrement d'accord avec la fin de sa réponse. Mais je crois qu'en France, c'est plus possible de faire de l'humour, même si ma blague n'était pas top, et je l'ai su rapidement en rentrant à la maison. Yacine. Je vais dire maintenant dessus, parce que franchement, si tu permets, Yacine, si tu as fini Hugo, bien sûr. Vas-y, non, vas-y. Bon, je suis pas fou, mais moi, pour donner mon avis, je suis entièrement d'accord avec Galtier, et on peut dire, j'ai tweeté hier, entre l'aseptisé Pochettino et Galtier, qui répond quand même toujours franchement aux questions qu'on lui pose, il se cache jamais. Moi, personnellement, je trouve que sa réponse en conférence de presse d'avant-match, c'est pas la meilleure en ce moment vu le contexte, mais un brin d'humour en fait pas de mal et on peut plus rien dire je trouve dans cette société où tout est sujet à polémique et on devrait même pas en faire des caisses et il devrait même pas avoir à répondre comme ça. Bref, vas-y Mousse. Voilà, je disais, alors, évidemment, on peut juger sa réponse un peu légère ou certains parlaient. Bien sûr. Il le dit d'ailleurs, hein, voilà, sa réponse c'est pas la meilleure sur le coup, etc. Il le regrette d'ailleurs. Sauf que on rappelle que le journaliste qui pose la question, c'est un journaliste d'LCI. C'est un journaliste politique. Paul Laroutourou, qui était à Quotidien avant. C'est un journaliste politique. Et en fait, lui, il est venu pour se faire mousser, pour briller. C'est-à-dire qu'il avoue lui-même qu'après, en tweetant, il disait « Moi, je suis venu uniquement pour cette question. J'y connais absolument rien au foot.
On va se remettre dans le contexte, hein. C'est une conférence de presse veille de match de Ligue des Champions. C'est-à-dire que normalement, tu es censé parler du match, de l'effectif, etc. Il a le droit de venir poser sa question, c'est pas le propos. Mais il sait très bien que quand tu poses la question à Christophe Galtier, c'est pas à lui de répondre à ça, en fait. Lui, il entraîne une équipe de foot. Il peut t'expliquer effectivement qu'il y a des contraintes à partir en train, et notamment de sécurité. Il y a des contraintes aussi pour la récupération des joueurs. Quand tu finis un match à 23 heures, plus normalement, on sait qu'il n'y a pas de TGV de nuit et que la SNCF ne peut pas affréter un TGV entier pour utiliser un seul wagon pour les joueurs du PSG. Pareil, il omet de dire, quand il pose sa question, il omet de dire quand même que le PSG discute depuis un certain moment avec la SNCF pour trouver des solutions adaptables pour pouvoir transporter les joueurs du PSG quand le train le permet, c'est-à-dire quand tu es à 2 heures à peu près de trajet. Moi, ce qui me gêne après tout ça, c'est ce qu'il y a après, en fait. C'est la récupération qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les sujets qui sont traités à l'Assemblée nationale, dans les plateaux de chaînes info, ce sont des polémiques qui naissent sur les réseaux sociaux. Et moi, c'est ça qui me gêne, en fait. C'est-à-dire qu'on ne fait plus de l'actualité comme avant. On fait l'actualité, on voit ce qui buzz, mais ça fait. Vous vous rendez compte, la conférence de presse, elle a eu lieu lundi. La polémique, elle a eu lieu ce week-end avec le tweet de la SNCF. Et ensuite, là, on est mercredi matin. Ce matin, j'allume la télé. Et sur BFM, qu'est-ce qui se passe? Vous savez comment il lance le truc, le journaliste? Il dit, bon, il y a eu un match de foot hier. Bon, le PSG a gagné 2-1, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que Galtier s'est expliqué. Je sais pas si vous vous rendez compte de la teneur du truc, quoi, tu vois. C'est-à-dire que tu es en Ligue des Champions, c'est la compétition la plus regardée au monde, mais c'est pas ce qui les intéresse. Voilà, on estime que sur les plateaux télé, le plus important, c'est la réponse de Gallier qui a fait un mea culpa, alors qu'il a fait une blague de mauvais goût. Et évidemment, je suis d'accord avec toi, et j'en terminerai là, tu peux absolument plus rien dire sans que tous les moralisateurs de la planète, et notamment, moi, ce qui me dégoûte le plus, c'est les politiques. C'est-à-dire que c'est les pires en termes de respect de l'écologie, c'est les pires, hein. Et c'est eux qui viennent donner des leçons sur l'écologie. Évidemment que c'est un problème qui est très important. Mais c'est pas le PSG qui va le régler et c'est surtout pas à Galtier de répondre. À la rigueur, le PSG fait un communiqué et il a communiqué auprès des rédactions pour dire exactement qu'il s'est discuté avec la SNCF. Mais moi, en fait, c'est la mauvaise foi des journalistes, la mauvaise foi des politiques. C'est pas qu'on défend absolument le PSG alors qu'ils sont indéfendables. C'est pas du tout ça. Nous, ce qu'on dénonce, c'est l'hypocrisie et la récupération des milieux politiques pour bien se faire voir. C'est juste ça. Alors qu'ils en ont strictement rien à foutre. Quand cet été, il y avait le Conseil des ministres qui faisait super chaud, dans la cour de l'Élysée, il y avait 25 berlines qui tournaient avec la clim à fond. Et ça, c'est juste pas normal. Moteur allumé pendant toute la durée du Conseil des ministres, mais ça, par contre, évidemment, ça les gêne pas. Et quand on entend la Première ministre, Madame Borne, qui vient nous donner des leçons, sérieusement, quoi, ça perd en crédibilité, en fait. Et c'est ça qu'on dénonce. C'est pas le fait de défendre absolument le PSG. Clément a fait un super édito, évidemment, mais dans son édito, il dit exactement comme, il me rejoint sur le truc, c'est que ce qu'on dit, c'est arrêter de récupérer dès que c'est le PSG. Et d'ailleurs, c'est marrant, et vraiment, j'arrête là. C'est comme si il y a que le PSG qui affrète des avions pour même les petits clubs à petit budget, les Lorient, les Brest, tout ça. Eux aussi, quand ils n'ont pas le choix, ils prennent les petits avions. Parce que c'est une question, il y a beaucoup de choses à développer là-dessus. On n'a malheureusement pas le temps. Mais voilà. C'est triste. Non, mais tu as entièrement raison. Je partage complètement ton avis, Mousse. Mais c'était intéressant. Il fallait quand même revenir sur bien sûr. Parce que Galtier, il y a Mbappé, on les a traités comme si c'était des moins que rien sur les questions écologiques en disant ils s'intéressent pas du tout à ça, ils s'en moquent, ils rigolent. Alors que je pense que c'était juste lié à la question parce qu'ils s'y attendaient en conférence de presse et que c'était pas du tout dans le sens où ils s'en foutent de ça. Évidemment que tout le monde est concerné par les questions écologiques aujourd'hui et que Galtier ne rigolait pas du tout par rapport à ça, mais je pense que c'était la question. Et le fait que le président de la SNCF dise ça, alors que pour l'instant, ça fait 6 mois, vous suivez qu'il discute avec le Paris Saint-Germain, mais pour l'instant, toujours pas de conditions acceptables de la part de SNCF, c'est-à-dire installer un gros dispositif de sécurité, parce que quand tu as les joueurs du Paris Saint-Germain dans une gare, c'est pas les joueurs de Toulouse, Brest, donc il faudrait fermer la gare pendant quelques instants, c'est-à-dire que priver aussi les usagers habituels des gares et qui prennent le train donc pendant un certain temps, qui ne peuvent pas accéder à la gare, des trains de nuit aussi, parce que les joueurs, souvent les équipes ne dorment pas sur place, donc il faut rentrer, donc ça pour l'instant c'est toujours pas possible d'être mis en place, donc avant de tweeter pour se faire des RT et des lives sur le Paris Saint-Germain, qui
qui essaie déjà de régler le problème de la SNCF au lieu de. Il y avait une polémique l'année dernière avec Jean Castex pendant les élections. Il était parti voter dans son village et donc il avait fait l'aller-retour en jet. Et en fait, il y avait eu une polémique. Et en fait, c'est normal qu'il le fasse parce que tu es Premier ministre, tu as un emploi du temps à respecter, tu as beaucoup de rendez-vous. Tu peux pas faire l'aller-retour en voiture. S'il l'a fait, c'est parce qu'il avait des impératifs. Et à la rigueur, ça, on peut le comprendre. Et eux, ils récupèrent, parce que c'est le PSG, ils récupèrent l'histoire, alors que eux-mêmes l'ont fait. Et je parle même pas des grands chefs d'entreprise comme Bernard Arnault, qui a été encore pointé du doigt et qui prend son jet comme nous, on prend un Uber. Tu vois, c'est juste pas possible. Fermez-la, mettez-vous au travail et surtout fermez-la. C'est ça que j'ai envie de leur dire. Fermez vos bouches et mettez-vous au travail. Arrêtez vos bêtises. Ciblez plutôt les politiques qui n'en branlent pas une et qui s'en foutent complètement et qui s'en servent pour de la récupération politique comme Anne Hidalgo. Là. Le maire de Marseille, sérieux Hugo, le maire de Marseille, t'as vu l'état de sa ville? Est-ce que t'as vu l'état de sa ville, sérieusement? Et lui, il vient parler de ça, sérieusement? J'y suis allé cet été encore et t'as les poubelles qui traînent partout et les plages qui sont dégueulasses. Ça, par contre, ça dérange personne. Non, et même la ministre des Sports ou Anne Hidalgo qui s'en sont... Tous. C'est un bonheur de venir tacler le Paris Saint-Germain, alors que Anne Hidalgo est sûrement une des maires de Paris qui a bétonné le plus Paris. Yacine, ton regard sur tout ce qu'on dit. Désolé, on s'est un peu déchaîné avec Mousse, mais on avait des choses à dire. Mais vas-y Yacine, ton regard sur la réponse de Galtier et de cette affaire. C'est de faire vite. La première chose, c'est que le rire, il a été analysé comme méprisant, alors que c'est tout simplement, je pense, le rire de personnes qui se sont dit, tu vas voir, qui vont nous poser la question. Ah oui. Ils se jettent un regard, effectivement, t'exploses de rire. Genre, en gros, t'as vu, je t'avais prévenu. Évidemment que la réponse de Galtier, elle n'est pas intelligente, parce que si justement t'as prévoir un truc pour leur fermer leur gueule, et éviter de leur donner à manger à ces chiens, parce que c'est des chiens. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, évidemment, sur la récupération, je vous rejoins tous. Le problème, encore une fois, parce que moi j'ai eu ce débat sur Twitter, parce que moi je l'avoue, hein, j'en ai abusé parce que c'était un régal. Parce que pour moi, on a toute la connerie humaine qui s'est réunie sur 24 heures. On a donc découvert cet été, avec les feux de forêt, qu'il y avait une urgence climatique. Bon, je rappelle juste que ça fait à peu près entre 20 et 30 ans que les scientifiques alertent sur l'urgence climatique, que les feux de forêt sont juste la conséquence de tout ça. Et donc, c'est bien facile de dire maintenant les feux de forêt. Parce que j'ai tweeté un truc au mois de mai, Nantes est montée à Paris pour la finale de la Coupe de France en avion, que personne ne leur a demandé de prendre le train, que personne n'a fait de remarques. Et pourtant, c'est la même chose. Alors, soit peut-être il y a des DGV Paris-Nantes et pas Nantes-Paris, donc Nantes était obligé de prendre un avion. Mais voilà, et ils sont montés en pleine journée et 2 jours avant la finale, c'est-à-dire qu'ils avaient le temps. Je disais, je suis la preuve vivante qu'il y a des TGV Nantes-Paris. Je le pensais souvent. Donc voilà. Ensuite, on attaque aujourd'hui les footballeurs parce que ça fait parler, donc notamment Mbappé, notamment le PSG. Et moi, ça me fait rigoler parce que, en fait, moi, je fais partie de ceux qui pensent que, évidemment, qu'il y a des symboles, mais quand tu veux être audible, en fait, il faut attaquer tout le monde de la même façon. C'est-à-dire que quand tu attaques le petit voleur du quartier, tu attaques le grand voleur ministre. Tu vois ? Il n'y a pas d'échelle pour moi. Tu voles, tu voles. Et quand tu attaques tout le monde de la même façon, en fait, c'est là que tu deviens audible. Maintenant, si tu dis, tiens, aujourd'hui, tu vois, je ne sais plus c'est qui, la ministre des Transports, ou je ne sais plus, celle qui a fait un tweet en une semaine, elle dit, les écologistes, en gros, les écologistes s'attaquent au jet privé. Ils se trompent de combat. Une semaine après, elle dit, les jets privés, c'est un combat. Mais attends, à un moment donné, soyez cohérents. Et en plus, aujourd'hui, avec Internet, avant, nous, à notre époque, à la limite, fallait aller chercher des archives dans les journaux. Mais là, maintenant, tu tapes un truc, mais tu as l'archive direct. Arrêtez les conneries. Arrêtez les conneries, la démagogie et compagnie. Et la dernière chose, c'est que vous voulez vraiment vous battre contre le réchauffement climatique. Bah, attaquez-vous à la Chine et aux USA. Au lieu de vous attaquer au transport du PSG. Je rappelle en plus que le PSG ne prend pas un jet privé pour une personne. C'est quand même un staff, etc. Il y a 25-30 personnes. Hein. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui prennent des jets privés tout seuls. Matériel, Yacine. Il y a des grosses maillots, ça, pour s'entraîner, etc. Et la dernière chose, c'est qu'effectivement, le PSG fait des choses. Attends, je termine. La Chine et les USA, mais évidemment, ils n'ont pas le courage de les attaquer. Et la dernière chose sur le PSG, pareil, parce que ce journaliste qui a voulu se faire buzzer, parce qu'il y a quelqu'un qui est venu me dire, ouais, tu sais pas qui c'est, il n'a pas besoin de buzz. Mais évidemment qu'il a besoin de buzz. Déjà, quand tu as travaillé un quotidien, tu es le roi du buzz. Mais ensuite, pourquoi il n'a pas fait son travail de journaliste? Et c'est encore une fois, moi, ce que je reproche à ce nouveau métier, parce que pour moi, c'est plus journaliste. Il s'est donc pas renseigné sur ce que faisait le PSG avec la SNCF.
Il s'est donc pas renseigné de pourquoi ça mettait du temps à se mettre en place. Si le PSG le fait, c'est donc qu'ils sont à la recherche de moyens alternatifs. Il s'est pas non plus renseigné que le PSG a pris le quart et qu'il envisage de le faire pour 3 ou 4 déplacements dans la saison. Mais il ne s'est pas non plus renseigné sur ce que le PSG est en train de mettre en place dans le nouveau centre de Poissy. Alors je ne sais pas s'il écoute, mais si quelqu'un écoute et qu'on peut lui remonter l'information, je vais faire son travail à sa place. Le PSG va faire donc une récupération des eaux de pluie pour arroser les terrains, etc. Et le PSG va également avoir à Poissy, au-dessus du terrain d'entraînement, mais dans son complexe, en fait, va cultiver ses propres légumes. Voilà. Donc, à un moment donné, ferme ta bouche. Voilà. Faut le dire, ferme ta bouche. Va faire ton travail de journaliste, fais une enquête, renseigne-toi, et après, tu viens donner des leçons. Parce que les bobos à 2 balles qui donnent des leçons à tout le monde, ils commencent à nous gaver. Voilà. Ils pensent qu'ils détiennent la vérité sur tout, mais vous détenez la vérité sur rien parce qu'en fait, vous êtes inculte et vous ne connaissez rien. Vous êtes juste là pour vous faire buzzer, récupérer des tweets. Et là, on a découvert, alors je ne savais pas, j'avoue, j'ai découvert des noms de députés que j'avais jamais entendus. J'ai découvert des noms de maires de ville que je connaissais pas. Eux, en tout cas, ils ont parce qu'il faut exister sur Twitter aujourd'hui. Si tu n'existes pas sur Twitter, tu n'existes pas tout court, selon eux. Et encore une fois, ce qui est malheureux dans notre époque, c'est que tous les sujets qui sont abordés dans les plateaux télé, sur les chaînes d'information, ce sont des polémiques qui partent des réseaux sociaux. C'est-à-dire que c'est des gens qui dénoncent, ah oui, il a fait ci, il a fait ça. Et regardez ce qui se passe dans le truc. Vraiment, toutes les polémiques à Twitter, vous les retrouvez en débat sur LCI, CNews, BFM, toutes les chaînes. Il y en a pas une pour attraper l'autre. À ce niveau-là, je dis bien à ce niveau-là, tout ce qui est possible. Et c'est juste pas possible. Si tu fais pas de la politique en prenant des polémiques sur Twitter, il faut travailler, il faut discuter, il faut mettre des choses en place. Tu l'as dit, Yacine, le PSG travaille sur son nouveau centre. Le PSG s'est déjà déplacé, a été à Lille en quart. Quand ils peuvent le faire, ils le font bien volontiers. Et personne ne se plaint, personne ne dit non, moi je vais prendre l'avion. Non, pas du tout. Donc voilà, encore une fois, c'est se servir du PSG ou même du foot en général pour dénoncer, genre oui, ils sont hors sol, c'est des milliardaires, ils ne pensent à rien. Je rappelle quand même qu'en termes d'impôts, les joueurs du PSG, pour ne prendre que ce que rapportent les joueurs du PSG en France en termes d'impôts, c'est juste incroyable. Et eux, peut-être qu'ils participent plus à la solidarité en payant leurs impôts que la majorité des hommes politiques ou bien des chefs d'entreprise qui, eux, vont payer ou délocaliser l'entreprise à l'étranger et vont payer des impôts à l'étranger. Donc, voilà, c'est toujours les mêmes qu'on cible sous prétexte qu'ils gagnent de l'argent. Par contre, les acteurs qui gagnent autant d'argent, on n'en parle pas. Les chanteurs, c'est pareil. Les chefs d'entreprise, c'est pas le même public social au départ. C'est ça aussi. Et c'est le même argent, Yacine. Oui, voilà. mais ça leur fout la haine que je vais être vulgaire, mais des branleurs en short qui n'ont pas fait d'études gagnent autant d'argent. Et ça, c'est clair et net. Je termine sur 2 trucs. Le foot, évidemment, ça permet par exemple à Maraciné à nous de devenir quelqu'un alors qu'on ne savait même pas qui c'était. Et la dernière chose pour dire la connerie aujourd'hui des médias, c'est que quand même, il y a des chaînes qui ont invité le président de la fédération de chars à voile. Ouais, non mais stop, voilà, stop à la connerie, stop à tout ça là. Arrêtez. Il me reste que 2 minutes. Hein. Non mais on a fini. Moi j'ai fini, mais voilà, stop. Voilà. C'était une mauvaise blague. Ok, chacun la jugera comme il veut. D'ailleurs, Galtier, je trouve que son discours il a été très bien. Il l'a fait. Je précise juste une chose parce qu'il y a des gens qui n'ont pas tout vu. À la conf de presse, il s'est assis et il a commencé par ça. C'était pas une question. Et c'était avant de répondre aux questions. Il a commencé par ça. Voilà, il a dit ce qu'il avait à dire. Voilà, maintenant, je pense qu'il faut passer à autre chose. Par contre, ceux qui ont des vrais combats écologiques, je vous rappelle juste que vos enfants jouent sur des terrains synthétiques avec des billes de pneus. Vous devriez plus vous battre contre ça que contre ce genre de déclaration, évidemment pas intelligente, mais qui ne mérite pas autant de bordel. Voilà. Vous avez raison, vous avez très très bien résumé le débat, et je pense qu'on a été complet là-dessus. Et pour la réponse tout à l'heure, et on terminera là-dessus, Yacine, c'était Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique de France, donc qui avait dit, je dis en vitesse, elle avait dit en une semaine d'écart, sur le débat autour des jets privés, que les écologistes en fassent un combat montrent à quel point ils sont à côté de la plaque. Elle avait redit après, cette réaction n'est pas la mesure du sujet du réchauffement climatique. Pour dire après sur évidemment Galtier et Mbappé, la réaction de Christophe Galtier et Mbappé montre à quel point ils sont très loin des enjeux de réchauffement climatique. Donc tout est son contraire. En une semaine, c'est parfaitement résumé nos politiques français. C'est elle qui va gérer. C'est elle qui va gérer la transition écologique. Je vous dis pas si on n'est pas dans la merde, mais c'est pas grave. Donc voilà, en tout cas, bon, on parlera dans le prochain podcast de Mauro Icardi parce que c'est pas officiel.
mais elle devrait partir pour rejoindre Galatasaray, prêt avec option d'achat. Donc pas une vente encore, un prêt, mais bon, on prend quand même Mauro Icardi, donc qui jouera en Turquie la saison prochaine, parce que le mercato est encore ouvert pour les transferts. Demain soir, je crois. Jusqu'à demain soir, effectivement. Bon, on a été complet sur le match, on a été complet sur tous les sujets. Je sais qu'on doit tous y aller, donc je vais boucler le podcast. Je voulais remercier Mousse et Yacine. Alors Mousse qui fait la gueule, je sais pas, il a posé son téléphone. Où il est parti, où il a bugué. Attends, je sais pas ce qui se passe en fait. Je suis là, je vous entends les amis. Hein. Vas-y. On ne voit pas, mais on t'entend. Alors, c'est pas grave. Je suis là les amis, je suis là. Eh ben, en tout cas, merci Mousse, merci Yacine. Merci à toi Hugo. Ce nouveau numéro du podcast, donc une victoire inaugurale du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions 2-1 face à la Juventus Turin. Un prochain rendez-vous samedi contre Brest et mercredi prochain pour la deuxième journée face au Maccabi Haïfa. Bonne journée et bonne semaine à tous. Ciao. Merci, salut à tous. Ciao.